Chaque lundi soir, à 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du FF du soir avec plusieurs nouveaux invités dans notre panel d'experts. On va commencer d'abord par présenter les classiques et après on terminera par les petits nouveaux. Salut Guérin Thomas, du coup, parisien qui est peut-être un peu mécontent aujourd'hui. Bonsoir à tous, mécontent, on en discutera juste après. Ouais. Salut Anthony. Du coup, monégasque très très heureux et très en forme du coup. Salut à vous, je suis très heureux d'être présent et merci de m'accueillir. Ensuite, on a donc le fondateur de cette émission qui nous rejoint pour parler spécialement Ligue 2. Salut Hugo. ASNL Le Tour, modo sur le FF du coup. On t'entend pas du coup. Allô ? On t'entend pas. On va régler les problèmes techniques et après je pense qu'il reviendra. Et on a du coup un nouveau membre du Discord québécois du coup qui nous fait le plaisir d'être avec nous et on apportera ses anecdotes sur le football nord-américain ou le soccer comme ils aiment dire en fin d'émission. Salut du coup Ray du Québec. Oui, salut, j'ai plein d'anecdotes là, j'en ai plein de prêts, inquiétez-vous pas, ça va dérouler, ça va swinguer hein, comme ils disent hein. Ok, donc sans plus attendre, on va démarrer par le sujet Ligue 1. Attends, faut faire la pub Uber Eats. Ouais. Une tacos. Je suis intéressé. Est-ce que vous m'entendez là? Yeah! Et du coup, pour démarrer par la Ligue 1, on va commencer par parler donc des 4 premiers comme presque à chaque émission. Et on va parler du coup de Lyon et du Paris Saint-Germain qui sont les deux grands perdants de ce week-end mouvementé, on va dire. Et on va se demander si genre ils peuvent entre guillemets tout perdre jusqu'à la fin de saison. Donc on peut commencer par peut-être un supporter heureux du coup qui a vu son équipe gagner en début de après-midi. Anthony, qu'est-ce que tu pensais du coup de la performance de Monaco et ton regard après sur le choc du week-end qui était entre le Paris Saint-Germain et Lille, et si tu as vu le match de Lyon après tu peux peut-être t'exprimer. Oui. Alors, tout d'abord, pour commencer avec Monaco, je suis évidemment très satisfait. Surtout qu'on avait plusieurs absents. Il manquait Tchouaméni, Diop, Badiachil. Donc, avec des absents, on a réussi à faire une très bonne performance et signer en deuxième 4-0 d'affilée en championnat. Donc, je suis très content, super opération. Et pour ce qui est des opposants directs, donc, si je peux le dire comme ça, plutôt satisfait, parce que pour moi, il valait mieux que Paris perde des points plutôt que Lille. Enfin, en tout cas, pour Monaco. Et j'ai trouvé vraiment la prestation de Paris très préoccupante à quelques jours du match contre le Bayern. Franchement, j'ai trouvé Paris catastrophique collectivement, sans parler du comportement de joueurs comme Neymar, par exemple. Et j'ai vraiment peur pour Paris contre le Bayern, parce qu'il risque de se faire massacrer comme ça, selon moi. Ok, merci pour ton point de vue. Hugo, est-ce que tu nous entends du coup ? Oui, attends, j'arrive. Oh, parfait. Ok, ça marche. Du coup, je vais laisser donc du coup le Parisien du coup s'exprimer sur les matchs qu'il a vu du coup ce week-end. Peut-être donner ton point de vue. Vas-y, de manière générale. Ouais, sur le week-end, je vais faire dans l'ordre du coup. Monaco, j'ai regardé. Bon, ils sont à leur niveau, quoi. Mais bon, après, l'adversaire était pas très très fort. Metz, c'était pas le Metz d'il y a un mois, quoi. C'est vrai. Paris, c'est simple.
Paris ça fait les 3 derniers matchs à domicile, c'est exactement les mêmes matchs en fait. On prend un but évitable très tôt. Et enfin Nantes c'est particulier, Nantes c'est un peu particulier, mais je parle plus de Monaco et de Lille. Ces 2 matchs, on prend un but vraiment très tôt, vraiment largement évitable. Et derrière, bloc bas. Et en fait, Paris, tout simplement, ne sait pas gérer le bloc bas, n'a pas l'effectif et la mentalité pour gérer des blocs bas. C'est tout. Il y a pas, il y a rien à dire de plus, quoi. C'est juste que voilà, Pochettino et même pour à l'avant a pas préparé l'équipe pour faire face à des blocs bas. Tu voyais que j'ai vu une stat comme quoi on avait réussi 0 centre, mais 25 sur 25 tentés. Je m'étonne même pas parce que je voyais c'était qui Kerrer, ensuite Dagba, puis Bakker, Diallo, qui tentaient des centres. Ouais, mais pour qui? Pour Mbappé, pour Neymar, face à Font et salut, coucou, je sais pas qui avait la caméra, mais c'est pas grave. Font et Botman, qui voilà, pour eux c'est cadeau quoi. Et là où c'est décevant, c'est que pour moi c'est des équipes qui les années précédentes ne posaient pas de problème en fait les blocs bas. Alors que là tu sens que ouais, enfin, t'as du mal à comprendre. Et après, il y a un problème de mentalité clairement. Je dirais pas de. Pour moi, il y a pas un problème collectif, mais c'est plus un problème de mentalité où malheureusement en Ligue 1, je dis pas en Champions League, mais en Ligue 1, Paris s'énerve. Les joueurs s'énervent très facilement. Ils lâchent un peu, ouais, ils craquent un peu facilement dès qu'il y a un peu je dirais pas de pression, mais plus de difficulté. Je sentais que ouais, ils n'y arrivaient pas quoi, tout simplement, et que derrière ça craquait mentalement. Après Anthony, tu disais que Paris allait s'en branler. Moi je t'arrête tout de suite. Paris ne se fera jamais de branler contre ce Bayern-là, tout simplement parce que Paris cette saison, les meilleurs matchs qu'ils ont fait à chaque fois, c'est quand ils n'avaient pas le ballon et qu'ils jouaient en contre-attaque. Ce qui va exactement se passer mercredi. Je dis pas que le Bayern va perdre ou que voilà, mais il y aura pas 5-6-0 comme certains le voient. Déjà parce que le j'espère Bayern. pour vous en tout cas. Enfin non, c'est 6-0, enfin c'est rare. C'est juste parce que voilà, le Bayern déjà est pas flamboyant, ils ont pas Lewandowski pour mettre 6 buts déjà. Et Paris va jouer en contre et c'est là où ils sont excellents cette année. Je parlais notamment, même avant le match, je sais pas si tu te souviens, avant le match contre le Barça, je disais la même chose. Avant le match contre Lyon, je disais exactement la même chose. Paris ne sait pas jouer les blocs bas, mais quand Paris n'a pas le ballon, ils sont juste monstrueux. Après, le seul souci qui est un peu préoccupant, c'est le fait qu'on n'ait pas Verratti. C'est clair que ouais, c'est vrai. Oui, et Pochettino, en fait, le système de Pochettino était fait pour Verratti. Le 4-2-3-1 de Pochettino est fait pour que Verratti soit en numéro 10. Enfin, c'est un numéro 10, mais qui est un peu hybride, quoi. Et en fait, le fait de ne pas avoir Verratti, c'est vrai que ça peut faire mal. Mais moi, je suis convaincu qu'on va faire quelque chose contre le Bayern, parce que juste par orgueil déjà. Et le Bayern reste un collectif, mais la perte de Lewandowski est quand même quelque chose d'assez énorme hein, pour le Bayern. Ouais, de toute façon, c'est là... on reparlera du Bayern après. Oui, ouais. Après, beaucoup parlaient de Choupo-Moting en neuf, mais apparemment, ça va être Müller qui va être positionné en faux neuf. Gnabry, pardon. Oui, ça parlait de Gnabry. Voilà. Attends, je vais pas finir, du coup, je vais continuer un peu. Vas-y. Un petit mot sur Lille, qui, voilà, franchement, Lille, ils jouent avec leurs armes et c'est très fort ce qu'ils font. Parce que je pensais que justement, le match de coupe qu'ils ont perdu à la trêve, ça allait un peu les casser, mais finalement, voilà, je pense que le fait d'avoir gagné Paris, ça a relancé une dynamique. Après, Lille a un calendrier qui est quand même pas évident par rapport à Paris. Paris, on va dire, maintenant, je joue que des équipes qui auront plus grand chose à jouer, quoi. À part peut-être quelques équipes qui vont jouer l'Europa, mais voilà, quoi. Donc, Paris, on va dire, a un calendrier très facile. J'ai regardé le match de Lyon, j'ai regardé un peu le match de Lyon. Lyon, c'est le goal, je pense que tu as un avis, c'est toujours un peu la même impression, c'est laborieux, quoi. Et Lyon va jouer Monaco et Lille. Lyon a le pire calendrier. Ils enchaînent en plus Monaco et Lille, je crois, fin avril, début mai. J'en reparlerai du coup quand je m'exprimerai plus sur Lyon, mais Lyon a le pire calendrier des 4. Et moi je t'avoue, quand tu sais, à un moment, quand tu disais que parmi les 4, qui tu voyais tomber, moi j'avais misé sur Lyon.
parce que Monaco, clairement, est pour moi, je dirais pas favori pour le titre, mais très bien classé pour être dans le top 3. Pareil pour Lille, et Paris assurera le coup. Je dis pas qu'ils seront champions, mais je pense qu'ils assureront le coup, quoi. Et donc, ouais, j'ai peur pour Lyon qui a déjà, en fait, qui a pris du retard au final. Ils ont plus gros calendrier et ils ont pris du retard. Donc, ouais, pas rassurant pour nous. Ça m'a fait compliqué. Du coup, Rail Noir ou Rail Noir, Rail du Québec, pardon, ou ASNL de retour, si vous voulez vous exprimer. Oui, donc Vas-y, je te laisse. premièrement, j'ai une couple de réflexions. Premièrement, puis là, c'est un chiffre que j'ai checké. C'est-à-dire, la dernière saison que le PSG n'a pas été champion de Ligue 1, il avait perdu 5 matchs en tout. Présentement, on est après 31 matchs, le PSG en a déjà perdu 8. Donc, autant dire que, tu sais, admettons qu'il y aurait d'autres adversaires peut-être plus corsés que, admettons que ce serait l'OM qui serait en train de faire une bonne saison, peut-être qu'il y aurait déjà un écart tellement grand que l'OM serait nettement favori, tu sais. Donc, le PSG, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils sont un peu chanceux que ça soit juste, entre guillemets, Lille qui fasse une bonne saison. Parce que malgré tout, l'écart n'est pas si grand, alors que si le PSG qui fait 8 défaites, il y a d'autres adversaires qui auraient pu facilement 6, 7, 8 points d'avance. Là, ça. Donc ça, c'est une analyse que peut-être que je me trompe, mais c'est vite de même ça que je ferais. Deuxièmement, c'est un questionnement. Comment ça se fait que Lille, ils font une saison de la mort comme ça? Je m'excuse, mais Lille, c'était pas... si je me rappelle bien, de la saison dernière, ils ne sont même pas rendus en Europe, si je dis pas de conneries. Donc, comment ça se fait qu'ils passent de même pas européen à champion de France? Ça, j'ai de la misère à le comprendre. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer? C'est sûr, est-ce qu'ils ont fait un bon mercato? Est-ce que c'est que ils ont un nouvel entraîneur qui est visionnaire? C'est quoi, là? Moi, je peux peut-être faire un mot par rapport à Lille, que je suis pas mal aussi. C'est simple, ils ont un entraîneur, Galtier, qui, je sais plus si c'est l'année dernière ou la saison d'avant, quand il vient, il sauve le club de la relégation. C'est il y a 3 ans, enfin. C'est il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans, je crois. Non, je sais plus. Non, c'est la dernière saison de Pépé, donc. Ouais, c'est il y a 3. Non, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Ouais, c'est la saison. Non, la dernière saison de Pépé, c'est là où ils finissent deuxième. C'est il y a 3 ans qu'il arrive, en fait. Ah, c'est à 3 ans, ok, d'accord. Donc, ouais, ça, il faut ramener un peu plus en arrière, du coup. Galtier revient parce que le club est vraiment très très mal. Il arrive à sauver donc le club de la relégation. Et c'est la saison d'après déjà où il arrivait à relancer une vraie dynamique. Et là où ils ont été très forts, Lille, c'est au niveau des achats et reventes. Il y a eu Pépé qu'ils ont acheté pas beaucoup, qu'ils ont vendu 80 millions à Arsenal. Derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent Osimhen. Pareil, acheté, je crois, 10 ou 15 millions, revendu 80. Et là, cette année, ils ont acheté donc Botman. Ils ont acheté Botman qui, enfin, clairement, carry la défense avec Fonte. Ils ont acheté, l'année dernière, ils ont acheté André, qui était à Rennes, qui déjà était un très bon joueur de Ligue 1. Et à Lille, voilà, je dirais pas qu'il explose, parce que ça a toujours été un très bon joueur de Ligue 1. Mais tu sens que, déjà, le match qu'il fait contre Paris est exceptionnel. Ils ont vraiment recruté malin. Et chaque année ils ont renforcé les postes où ça allait pas. En défense, en attaque quand ils ont perdu BP, ils ont pris Osimhen. Quand ils ont perdu Osimhen, ils ont pris Bourak et David, qui clairement ont vraiment montré des choses intéressantes. Et l'autre jour, c'était même hier, j'ai discuté longuement avec un fan lillois et il me disait que il y avait un vrai changement de mentalité sur certains joueurs. C'est-à-dire qu'avant, justement, la saison où Galtier reprend le club, tu avais des joueurs qui me disaient qu'ils étaient totalement parasites et qui n'étaient pas concentrés par le projet. Des joueurs comme Balouli, comme Penzia. Tu vois, c'est des jeunes très prometteurs, mais qui avaient une mentalité de merde et qui disaient que... Ouais. Vas-y. Mais est-ce que c'est seulement du fait de Galtier pour toi ou est-ce que ça vient pas aussi du recrutement, du fait qu'ils aient recruté des briscards? Parce que la première saison, ils finissent 17e, ils ont quasiment que des jeunes joueurs. Là, ils ont recruté, entre-temps, donc José Fonte, qui, en plus d'être un formidable joueur, est un cadre de vestiaire. Ils ont Burak Yılmaz.
c'est peut-être ce qui leur manquait au début du Oui, projet. voilà, Ouais. exactement. C'est là où ils ont su concilier donc les recrues des jeunes avec des vieux briscards entre guillemets quoi. Et c'est ça, c'est une vraie synergie en fait dans le groupe. Pareil, le gars lillois me disait qu'un gars comme Maignan, quand il arrive, il a pas cette mentalité, il a pas une bonne mentalité. C'est-à-dire qu'il me disait qu'il s'était embrouillé avec les supporters, il y avait des problèmes quoi. Et le fait justement que l'arrivée de Galtier, le fait que lui, enfin, il n'y a pas que Galtier, mais je pense que il a vraiment installé en tant que titulaire, il a donné une certaine sérénité et tu vois le résultat, quoi. Et je pense que c'était pas que pour Maignan, mais pour un peu tout le monde. Donc il y a une vraie synergie en fait dans le groupe et chaque année, Lille progresse en fait. Même s'ils perdent beaucoup d'effectifs, d'ailleurs ce sera sûrement le cas cet été. Tu sens que vraiment les dirigeants, bon c'est un peu compliqué avec l'histoire du rachat et tout, mais tu sens que voilà le staff est vraiment très concerné sur, on va dire vraiment appuyé et vraiment, j'ai plus les mots, on va dire vraiment participer à cette remontée de l'île. Quoi. Ouais. Vas-y Hugo, je te laisse t'exprimer et je finirai du coup par Lyon. Enfin, Bah, globalement, tout a été dit. Je vois pas trop ce que je peux rajouter, mais je vais donner mon avis rapidement sur les 4 équipes. Alors, en commençant par le premier, Lille. Lille, honnêtement, je les voyais pas tenir sur la durée, mais ils me surprennent. Je pense que le match contre Paris, dans le contenu de ce que j'ai vu d'eux, c'est un de leurs meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur. Parce que Lille, je trouve que c'est une équipe qui a ce qu'on appelle communément la chance du champion. Ils ont quand même pas mal de réussites, on peut pas le nier, plus que Paris, plus que Lyon, plus que Monaco. Lille me surprend par sa réussite. Après, évidemment, ne nous méprenons pas quand je dis qu'ils ont de la réussite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas d'être à la première place. Loin s'en faut. Mais ils sont, voilà, ils sont plus tranchants. C'est pas du football qui fait rêver, mais c'est du football globalement très efficace, avec des transitions rapides. C'est payant et voilà, donc ils méritent totalement leur première place. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, alors ils sont décevants. Et autant jusqu'à cette semaine, je pensais qu'ils allaient terminer champions. Mais quand tu perds, alors ils ont perdu combien de matchs contre les 3 autres? Ils en ont perdu au moins 3 ou 4, si je dis pas de bêtises, j'ai pas le chiffre exact. ouais, ils en ont perdu 4. Il y a eu 2 fois Monaco, Une fois Monaco, une fois Lyon, une fois Lille. Une fois Lille. Ouais. Voilà, 4 fois, quand tu perds 4 fois contre les 4 premiers, c'est pas possible d'être champion. Quand tu perds 8 matchs dans la saison, c'est pas possible d'être champion. Et ou alors si Paris est champion, cette année, c'est peut-être le pire champion des Liens depuis 20 ou 30 ans. Dans le contenu, c'est vraiment ultra décevant. On se rend compte d'une chose. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais on se rend compte que le joueur qui est peut-être le plus important pour le Paris Saint-Germain, eh ben, c'est pas Mbappé, c'est pas Neymar. Le joueur le plus important pour le Paris Saint-Germain, on l'a vu dernièrement, c'est Verratti. C'est lui qui porte l'équipe contre le Barça lors de la victoire 4-1. Alors oui, il y a Mbappé qui claque un triplé, mais le joueur qui fait la différence dans le jeu, c'est Verratti. C'est lui qui alimente en bon ballon les attaquants. Et on remarque que quand Verratti n'est pas là, bah, c'est quand même ultra compliqué pour le PSG, même en Ligue 1. Et c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant pour la suite. Pour ce qui est de Monaco, bon, bah, j'aimerais, à choisir, si on me demande lequel des 4 clubs je voudrais voir champion, je préférerais que ça soit Monaco, parce qu'ils sont sur un projet jeune qui est vraiment très intéressant. Un effectif complet. Kovac fait de l'excellent travail. J'ai été assez circonspect sur Kovac au début. Bah, force est de constater que je dois ravaler mon chapeau parce que ils sont vraiment surprenants, surtout dans cette deuxième partie de saison. J'ai pas les stats en tête, mais je pense que des 4, ça doit être la meilleure équipe en 2021. Je me trompe pas. Je sais pas si vous le savez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est devant assez largement, je crois. Ils ont 3 ou 4 points d'avance sur Lille. Enfin, Voilà. Donc, bon, ils terminent bien la saison. Alors, ils vont pouvoir regretter un peu le trou d'air. Ils ont eu un trou d'air en début de saison. À un moment, ils étaient même dans le milieu de tableau. C'est dommage parce que sur cette fin de saison, ils méritent clairement de remporter le titre. Il y a des joueurs comme Chouameni et Fofana qui me font vraiment plaisir au milieu de terrain. Donc voilà, c'est une équipe vraiment prometteuse. J'espère que la nouvelle direction avec Paul Mitchell et Oleg Petrov, si je dis pas de bêtises, ou alors Oleg Petrov c'est l'ancien, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Non, c'est lui, c'est l'actuel, c'est ça. C'est ça. Donc la nouvelle direction, j'espère qu'elle va pas manquer d'ambition, qu'elle va quand même garder quelques joueurs et pas faire de la revente. Et s'ils gardent les joueurs, ben je vois pas
je ne vois pas pourquoi Monaco serait incapable de concurrencer le PSG sur plusieurs années. En tout cas, c'est mon souhait pour qu'on ait une Ligue 1 qui soit assez disputée. Et enfin, pour ce qui est de Lyon, alors Lyon, c'était un peu comme Lille, un coefficient de réussite anormalement élevé, sauf que Lyon est en ce moment en train de rembourser la réussite du reste de la saison. Il n'y a plus d'essence dans le moteur et j'ai l'impression que même moralement, ça flanche un peu. Au départ, on m'aurait demandé il y a 3 ou 4 semaines laquelle des 4 équipes j'aurais vu flancher. J'aurais vraiment dit Lille. Mais là, comme elle a dit Guerin Thomas, je pense que ce sera Lyon. Je pense que ce sera Lyon le 4e. Ça m'embête pour eux, parce qu'il y a des joueurs vraiment intéressants. Et bon, ce serait dommage pour Depay de terminer sur une 4e place, mais c'est ce qui risque fortement d'arriver. À moins qu'il y ait un électrochoc. Ça dépend des cadres de vestiaire, ça dépend de Rudy Garcia. Est-ce qu'ils en sont capables? Permettez-moi d'en douter. Ouais, la plupart des choses ont été dites. Je vais pas plus m'exprimer. Je vais plus m'exprimer peut-être sur le calendrier de Lyon. Du coup, quand je disais que Lyon avait le pire calendrier, c'était parce qu'en fait, Lyon affronte, du coup, vous avez dit Monaco et Lille, et affronte surtout beaucoup d'équipes qui jouent le maintien, des équipes comme Nîmes, Nantes, Lorient, des équipes qui sont plus ou moins en forme, en fait, et que de toute façon, Lyon, en ce moment, peut perdre contre n'importe qui. Mais est-ce que, je me permets de t'interrompre, est-ce que c'est une mauvaise chose d'affronter les adversaires d'autres tableaux? Parce que c'est des matchs à 6 points. Si tu prends les points, les autres ne les prennent pas. Oui, Donc, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Affronter des équipes qui n'ont pas rien à jouer, c'est par rapport au PSG qui a le meilleur calendrier selon moi, du coup, c'est autre chose, quoi. Après, c'est vrai que vraiment, vu la forme du moment, Monaco, ils peuvent limite faire peut-être pas 21 sur 21, mais ils peuvent perdre que par exemple que 2 points sur la fin de saison et limite griller la politesse à tout le monde, quoi. Donc et après, c'est vrai que Lyon, une fois maintenant tombé du podium, c'est malheureux parce que je voudrais y croire, mais là j'y crois de moins en moins. J'ai l'impression que ça a continué de mal en pis et que l'écart va un petit peu s'augmenter pour finir en roue libre, ce qui est décevant. Alors moi je vois pas le PSG champion depuis la mi-saison. J'ai cru me tromper du coup après la victoire à Lyon, je les voyais vraiment enchaîner, mais force est de constater que ça m'a l'air toujours plus ou moins fragile. Donc pour moi ça se joue entre Monaco et Lille en fait. Et je pense vraiment limite que Monaco peut le faire, même si ça paraît, il part entre guillemets de plus loin. La dynamique fait que vraiment pour moi c'est c'est la meilleure équipe quoi et ils prennent tellement de points que ils ont mangé des points à tout le monde en fait. Donc ils ont vraiment la dynamique qui va avec eux. Et je les vois pas prendre beaucoup moins de points que ce qu'ils ont pris depuis janvier. Donc après, il leur manquera peut-être 1 ou 2 points, mais dans l'absolu, si je devais limite miser, je miserais peut-être plus sur Monaco champion. Donc voilà. Ouais, ça me paraît pas déconnant. Du coup, on va parler du coup de la deuxième partie de tableau et on va parler notamment du cas de Brest, qui connaît une deuxième partie de saison un petit peu compliquée. Et on va parler aussi de Bordeaux qui reste sur 8 matchs. Sur 8 défaites en 10 matchs, je crois, en truc du genre. Pour vous, laquelle de ces deux équipes est le plus en danger et est-ce qu'une de ces deux équipes est vraiment en danger ou est-ce que vous voyez vraiment Dijon et Nantes, enfin Dijon oui, mais Nantes vraiment du coup ne pas pouvoir faire une remontée? Si tu veux, je peux m'exprimer sur la question. Ouais, vas-y, ouais. Alors, je les vois pas vraiment en danger parce que si on regarde, j'ai le classement sous les yeux, Brest, ils sont à 6 points, Saint-Etienne, Bordeaux à 7. Donc, si on regarde au niveau des points, il reste que 7 journées, ça me paraît quand même assez compliqué. Il faudrait que Nîmes ou Nantes fassent une série. Ça me paraît assez peu vraisemblable, surtout que y a Lorient aussi qui est 17e, qui est pas tiré d'affaire. Donc non, ni Bordeaux ni Brest ne me paraissent en danger. Alors pour ce qui est de Bordeaux, moi je les voyais faire une saison galère. Jusqu'il y a peu, ils me faisaient avoir tort. Mais bon, ils retombent dans leur travers. Après, honnêtement, qu'ils soient 14e avec l'effectif qu'ils ont, on va pas se mentir, c'est pas surprenant quand... à part, regarde, si on met du côté Ben Arfa, c'est qui les joueurs de talent dans cette équipe? T'as Adli qui peut être pas mal. Mais bon, Adli, il a toute la pression du club sur les épaules alors que c'est un jeune de 20 ans. C'est pas normal. Ouais. Et puis après, derrière t'as quoi? T'as
Depréville, t'as Rémi Houdin, c'est des joueurs de deuxième partie de tableau de Ligue 1. C'est pas des joueurs pour aller viser l'Europe. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'il a utilisé un peu bizarrement Rémi Houdin, du coup. Je suis vraiment pas fan de Rémi Houdin, pour le coup. Et puis pour ce qui est de... Il à Reims, mais force est de constater qu'il déçoit beaucoup. Sur Brest, je sais pas si c'est peut-être les rumeurs autour du départ de Dalloglio, notamment du côté de Lyon, qui perturbent un peu, peut-être un peu le collectif, mais du coup, je trouve qu'ils ont fait, en plus d'être d'avoir des résultats moyens, ils ont fait beaucoup de matchs décevants dans le jeu, ce qui n'était pas leur habitude. Ils avaient souvent l'habitude de proposer des choses, et là, contre Lorient, c'était vraiment, il y avait rien. Enfin, ils n'avaient pas essayé forcément. Bah autant pour Bordeaux, je pense que c'est un déficit de qualité, autant pour Brest, je pense que c'est une crise de confiance parce que c'est une équipe qui est dans le qualité. Et je vais même vous dire un truc, je trouve que l'effectif de Brest, il est meilleur que l'effectif de Bordeaux. Ça peut paraître totalement fou de dire ça, mais quand tu vois les joueurs de Brest qui sont capables de proposer, les joueurs de Bordeaux qui sont capables de proposer à l'instant T, je trouve que Brest a un effectif supérieur à Bordeaux. Et je pense que Brest finira devant Bordeaux. J'espère. Voilà. Un mot à ajouter, du coup, les autres sur le bas de tableau? Moi, franchement, je sais pas si vous avez le même point de vue que moi, mais j'en ai marre un petit peu des équipes comme Saint-Étienne, Bordeaux, ce genre d'équipe. En fait, peut-être ils ont pas des budgets limités, loin de là, mais pour moi, c'est des équipes qui peuvent largement jouer la première partie de tableau en ayant un minimum en projet. Et au final, chaque saison, enfin peut-être pas chaque saison, mais en tout cas, oui, chaque saison, ils déçoivent, peu importe leur place finale, ils déçoivent chaque saison. Donc je commence à en avoir marre de ce genre d'équipe un peu. C'est vrai qu'en plus, ils ont quand même des budgets assez élevés. Il faudrait que je regarde, mais Saint-Etienne, je crois. Alors, ils ont des gros budgets, mais ni Bordeaux ni Saint-Etienne ont des thunes actuellement. Ils ont un gros budget, mais ils ont dépensé à eux deux. À eux deux, je sais pas s'ils ont dépensé 1 euro pendant le mercato d'été, pour te dire. Ouais, non, c'est vrai qu'après, quand tu vas chercher des Anthony Modeste ou des joueurs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est assez décevant puisqu'ils pourraient faire mieux, quoi. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. 7e ou 8e budget, ouais. Il n'y a pas de projet autour des clubs. Regarde, Saint-Etienne, ils payent encore la saison où Jean-Luc Gasset crame le budget en recrutant des Mvila, des Cabaye, etc. Et du coup, il n'y a aucun projet. Ils vendent dès qu'ils ont un bon joueur. Alors, Wesley Fofana, 35 millions, il fallait le vendre. Mais là, tu vas voir que cet été, ils vont vendre Neyou. Je te parie tout ce que tu veux que Neyou, il va quitter le club, tu vois. Ouais, parce que c'est un des seuls joueurs qui surnage dans l'effectif. Et puis Bordeaux, pareil. Bordeaux, c'est quoi le projet? Ils vont rechercher des mecs, c'est des retraités. Putain, Briand, il a été buteur à Guingamp, qui était dernier. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Bordeaux? Ils vont recruter Jimmy Briand. Et tous les joueurs de Bordeaux, tu regardes l'effectif de Bordeaux, il est cramé. Alors, bon, t'as Koscielny qui commence à faire son âge, mine de rien, même si au début, c'était pas mal. T'as des mecs comme Seri, Seri il est cramé, il est peut-être pas vieux mais il est cramé. Depréville pareil, il est pas hyper vieux mais il est cramé aussi. Donc voilà, c'est quand t'as pas de projet, tu le payes au bout d'un moment. Et je pense que Bordeaux finira par descendre et c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux au club. Ça serait dramatique quand même de voir Bordeaux descendre, mais en même temps t'as raison, ce serait la logique des choses. Parce que même la saison dernière, ça s'est arrêté un peu vite. Mais ils seraient peut-être pas descendus, mais ils auraient été dans les fins fonds du classement. Et là cette année c'est pareil. Et est-ce que cette année, sans Wang, est-ce qu'il serait pas à la place de Nantes ou de Nîmes? Tu peux te poser la question. C'est vrai. Très bon. Clairement. Bordeaux aussi, il y a le fait que voilà, c'est un club qui pue la médiocrité aussi. C'est pas depuis. Ça fait un petit moment que voilà, ils sont ventre mou bas. Ils produisent du néant, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas, ça change pas, je veux dire. Après pour Brest, c'est un peu la Ligue 1, quoi. Genre, tu gagnes plus de points en voulant jouer le match nul, voulant jouer pour pas perdre qu'en voulant jouer pour gagner, quoi. C'est un peu dommage, quoi, parce que Brest, pour le coup, quand ils sortaient des bons matchs, là récemment c'est un peu plus compliqué, mais quand ils sortaient des bons matchs, c'était quand même vraiment très beau à voir. C'est vrai que là c'est un peu plus compliqué, quand même. Mais ils payent un peu je dirais pas leur inexpérience, mais
fait que ouais, bah, ils ont un jeu qui est pas adapté pour la Ligue 1, quoi, tout simplement. Ouais, moi franchement je pense que ça perturbe un peu les têtes aussi des histoires autour d'Aleglio. Et en plus lui il en joue aussi, enfin quand il va dire dans une conférence de presse ouais bah écoutez si Lyon m'appelle je pourrais enfin c'est normal vu qu'il vient de Brest mais enfin quand même t'es quand même toujours engagé en Ligue 1, c'est quand même pas je trouve que c'est pas cool pour Brest quoi. Je trouve que c'est pas très respectueux. Pourtant, c'est un coach que j'aime bien, ses idées de jeu notamment, etc. Mais faut faire attention quoi. C'est pas toujours. Et le pas, enfin, tu m'excuseras, il prône un beau jeu d'Aloglio, mais il y a une étape quand même entre Brest et Lyon. Et surtout Oui, que, c'est pour ça. En plus. mine de rien, il fait du beau jeu, il produit du beau football, mais les résultats ils sont pas non plus extraordinaires à tel point qu'il mérite d'aller directement à Lyon. Tu vois, Bernard Blacard avec Nice, la première saison, il finit 9ème et il n'est pas allé à Lyon, tu vois. Non, c'est Bernard, je crois. Non, c'est Bernard, je sais plus. Ouais, c'est Blacard. Ouais, Blacard, ouais. C'est vrai. Bon, du coup, en parlant du bas de classement, on va passer du coup à la Ligue 2. Futur championnat de Saint-Etienne. Et du coup, pour la Ligue 2, du coup, on a notre expert supporter nancéen qui ont pris une grosse claque samedi, mais toujours présent. Du coup, Hugo, est-ce que t'as un point de vue à donner général sur le championnat du coup? Moi, j'ai juste regardé un peu Grenoble, mais. Alors, je vais commencer par Grenoble, vu que tu en parles. Alors, Grenoble, s'ils pouvaient ne pas être dans les barrages, ça me ferait plaisir, parce que honnêtement, Grenoble, c'est un petit peu le Lille de la Ligue 2, mais en pire. Grenoble, ils sont vraiment dégueulasses à avoir joué, et ils ont je vais rester poli, une chance. Enfin, on est diffusé ou pas? Ouais. Bon, ils ont une chance. Voilà, pour rester poli, ils ont une chance incroyable. Le Paris FC, c'est un peu pareil, en moins pire. Mais non, franchement, les trois premiers sont à leur place. Ma préférence irait à Toulouse et Clermont, qui produisent un plus beau football, un football plus tranchant que Troyes. Troyes, c'est vraiment le jeu de Laurent Batlas, c'est de la possession à outrance. Je suis pas un grand fan de cette philosophie de jeu. C'est assez ennuyeux. Et on l'a vu, hein, quand ils ont joué contre nous, ils ont pris 5-1, parce que dès qu'ils ont contre une équipe qui manie les contres à la perfection, et ils sont en galère. Bon, nous, le problème, c'est qu'on a joué contre Toulouse, qui manie les contres à la perfection encore plus que nous. Et on s'est fait avoir 4-1. Victoire méritée des Toulousains, hein, ils sont pas deuxième par hasard. Donc, si je devais donner un pronostic, je pense que Toulouse finira champion. Alors clairement ils ont un peu trop de retard, enfin ils ont un match en retard, tu me diras, donc ils peuvent peut-être rattraper 3. Allez, je vais mettre Clermont en 2, c'est mon choix du cœur. 3 en troisième position, et après je vois bien Auxerre et le Paris FC, parce que Sochaux a perdu le match décisif pour eux contre le Paris FC. S'ils gagnaient, ils auraient vraiment pu se remettre en course pour la montée, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et si je peux te donner un mot pour le bas de tableau, si ça t'intéresse. Ouais, tu peux donner un mot et après un dernier mot sur ton club, du coup, Nancy. Ouais. Alors pour ce qui est du bas de tableau, bon, il y a trois équipes qui sont vraiment décevantes cette saison. C'est Le Havre, Caen et Guingamp. Déjà Le Havre, je pense que si Paul Le Guen ne s'appelait pas Paul Le Guen, il serait plus sur le banc du club, très honnêtement. Ouais, c'est vrai que mais bon, après ils sont à leur place, hein. Honnêtement, dans le contenu, ils sont vraiment horribles à avoir joué. Mais ça m'étonne pas, l'année dernière, Kadewere, c'était l'arbre qui cachait la forêt dans le club. Pour ce qui est de Caen, c'est vraiment étonnant, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Après, en défense, ils ont des gros problèmes, hein. Ils ont une défense qui est catastrophique. Par exemple, Jonathan Rivierez, le gars, je veux pas lui faire offense, mais c'est un galérien du football. Ça fait 2-3 ans, il est dans un club, à chaque fois ça se passe mal. Quand ça continue comme ça. Et pour ce qui est de Guingamp, c'est un peu le même problème que Caen. Guingamp, j'avais fait un pronostic au départ, avant le début de la saison, et je voyais Guingamp finir champion.
autant vous dire que je me suis bien planté parce que là, Guingamp est 18e. Là, je suis en train de Je regarder pense les qu'ils s'en budgets. sortiront. Guingamp, c'est un scandale parce qu'ils sont quand même. Leur budget, il est quand même de 20 millions d'euros enfin, c'est le troisième budget de Ligue 2, quoi. C'est ça. Bah après, la vérité, en Ligue 2, encore plus qu'en Ligue 1, la vérité du budget n'est pas celle du terrain. Oui, Bon, enfin, Châteauroux. sous-performer à ce point-là, c'est un peu gênant quand même. Châteauroux, bah, je pense qu'ils sont largués, même si depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, qu'ils ont pris Marco Simonet, ça va beaucoup mieux. Et allez, après, je pense que Chambly, il y a un état d'esprit dans ce club de Chambly qui me fait dire ils se sauveront, ils finiront peut-être barragistes. Je vois plutôt Pau ou Dunkerque, un des deux promus, descendre en national. Voilà. Et donc pour Nancy, très rapidement, bah, je ne sais pas si vous savez, le club a été racheté au mois de janvier. Il y a un projet qui s'est mis en place avec les anciens propriétaires de Nice. De Nice. C'est ça. C'est ça. Donc Chen Li en propriétaire et puis Gauthier Ganaï en tant que président. Et donc ça veut mettre en place un projet de jeu un peu à la Leipzig avec pas mal de recrutement de jeunes, un jeu en gegenpressing. D'ailleurs, on voit que même si on a gardé le coach Jean-Louis Garcia, et ben, la mentalité de jeu a changé. Après, il va avoir une grande lessive cet été. Et je pense que l'année prochaine, on pourrait être dangereux dans la lutte pour la montée. Mais ça passe par, renouveler la défense. Parce que merci Ernest Seka, merci Abdelhamid El Kaoutari, mais vous avez fait votre temps. Voilà. J'étais très étonné de voir El Kaoutari encore jouer au foot. Enfin, en plus, il est même pas très vieux. Mais... Non, il a 32 ans, je crois. Mais voilà, il a une charrette. Et pour Ernest Seka, il nous a coûté tellement de points cette saison. Voilà, c'est un capitaine courage. Mais bon, le gars, on peut le garder dans l'effectif, mais pas comme titulaire. Voilà, tu peux pas espérer jouer le haut de tableau avec Ernest Seka en défense. Et ça me coûte de le dire parce que c'est un bon gars. Il a rendu de fier service au club. Lorsqu'on luttait pour le maintien, mais là, voilà, c'est un petit peu la saison de trop. Et surtout, ça passe par une chose. Je continue à le dire, même quand on gagne les matchs, faut se séparer de Jean-Louis Garcia parce que je pense que c'est lui. Voilà, il n'arrive pas à faire les choix qui arrivent à nous faire gagner des points. Il nous en a souvent coûté aussi cette saison. Donc voilà, si on peut jarter Jean-Louis Garcia, lui faire un chèque, lui dire au revoir, ça m'arrangerait. Voilà. Bah, merci pour ce petit point Ligue 2, du coup. Et on va continuer notre tour d'Europe, du coup, avec la première ligue. Et pour la première ligue, du coup, on va s'intéresser au cas de Arsenal, qui est à la 9e place de première ligue et qui a perdu lourdement. 10e. Ouais, peut-être 10e là, avec le match qui est en train de se jouer. Ouais, ils sont 10e là actuellement. Et on va se demander du coup s'ils sont à leur place, parce que c'est la deuxième. Non, l'année dernière ils finissent 8e, mais ça fait plusieurs années quand même que Arsenal est loin du top 4. Du coup, est-ce que pour vous ils sont à leur place ou est-ce qu'ils pourraient espérer? Tout à fait. Ah bah oui, ils sont totalement à leur place. Bah voilà, on est d'accord. Bah vas-y Anthony, vu que t'as pris la parole, je te laisse. Oh, pas de souci. Bah du coup, pour moi, Arsenal, ils sont un peu à leur place. Je dirais peut-être, quoi que si on peut dire le ventre mou un peu finalement. Mais le foot, pour moi, il a beaucoup évolué, notamment en Angleterre, au niveau argent et tout, économiquement. Et pour moi, Arsenal, ils sont un peu à la traîne. Ils n'ont pas les capacités ou peut-être pas l'envie de faire autant de folie que leurs principaux concurrents, si on peut appeler ça leurs concurrents, parce que pour moi, ils sont plus du tout de la même lignée. Et pour moi, Arsenal, depuis quelques années, c'est un petit peu, peut-être je suis un peu dur, mais c'est un petit peu le club, l'éternel loser, un peu. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé Tottenham dans cette forme-là. Ouais, peut-être un peu. Peut-être, ouais, au moins ils se sont trouvés des amis en commun. Il y a des gros recrutements, parce que si on prend, il y a 2 ans, on a eu l'incroyable Nicolas Pepe qui a signé pour 80 millions d'euros. Pourtant, bon, il a pas fait grand-chose au final. C'était ironique. Thomas Partey arraché à l'Atlético Madrid pour 50 millions d'euros. C'est quand même des gens qui ont une certaine cote sur le marché, et pour faire ça, c'est quand même très très décevant, non?
Bon, peut-être qu'ils gagneront une petite coupe d'Angleterre dans les 10 prochaines années pour au moins dire qu'ils ont eu un trophée, peut-être. Ouais, comme ils avaient gagné les Coupes d'Angleterre. D'ailleurs, petite dédicace aux Olympiques, tu supportes vraiment un club très ennuyant. Du coup, Ray du Québec, est-ce que tu regardes un peu la première ligue ou pas du tout? Pas du tout. Je suis vaguement au courant que Arsenal. Moi, honnêtement, mon club en première ligue, je dirais que c'est celui de mon père, c'est celui de Liverpool. Moi, c'est avec Mohamed Salah, eux autres, je les aime bien. Mais non, je regarde pas spécialement. Il y a un club qui me surprend quand je regarde le tableau, par exemple, c'est West Ham. Eux autres, si ma mémoire est bonne, c'est pas un club spécialement connu. Puis là, ils s'en iraient tout droit vers la Ligue des Champions. Ouais, il faut leur meilleure saison de leur histoire. Ouais. Quoi? Ils font la meilleure saison de leur histoire là pour l'instant. Oui, exact. Ça, je me demande un peu qu'est-ce qui est arrivé, là, parce que eux autres, tu sais, tu regardes leur logo, puis ça se voit là, qu'eux autres, c'est le club là, que c'est fait dans les années 1890 dans un bled paumé. Puis là, ils s'en vont comprendre ça en Europe, puis là, ils savent pas trop ce qu'ils font. Donc, donc, tu sais, je me demande un peu comment ils en sont arrivés là. Ouais, alors du coup rapidement, du coup sur West Ham ils ont recruté David Moyes qui avait déjà fait un passage par leur club il y a 2 ans. Ça s'était passé moyennement et là ça se passe très bien. Cette année, il bénéficie un petit peu aussi de l'apathie des gros où il y a beaucoup d'équipes qui calent, à part City qui avait du coup calé un peu au début et qui revient bien. Et ils sont très très solides défensivement, ils prennent très peu de buts. Alors c'est pas très spectaculaire à regarder jouer du coup West Ham, mais ça prend très peu de buts et dans cette première ligue, ben ça suffit largement quoi à faire l'affaire du coup parce que du coup en fait ils ont enchaîné les bons résultats depuis le déclic, ça a été un peu leur remontada contre Tottenham là en novembre où ils étaient menés 3-0 et puis ils remontent à 3-3 et depuis ce moment-là ils perdent très peu de matchs et même contre City qui semblait abattable à l'époque là ils avaient perdu 2-1 mais City avait vraiment galéré à les bouger en fait, ils sont vraiment défensivement c'est très 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 solide. OK, donc c'est une équipe qui s'est construite par la défensive. Façon David Moyes donc par la défense. Donc, donc, eux, ils sont pas là pour faire des matchs spectaculaires, rendre les enfants heureux. Non, non, non. Eux autres, tu comprends-tu, c'est des gars probablement bien bâtis, j'imagine, qui sont pas là pour rigoler, qui sont là pour avoir des points, comprends-tu? Donc, je pense que si je comprends bien, c'est ça. Ouais, ils ont des. Si je peux donner rapidement. Ah, pardon. Vas-y, ASNL. Si je peux donner rapidement mon avis sur Arsenal, bah oui, clairement, je trouve qu'ils sont à leur place. Après, je vais faire le parallèle. Ça va être un petit peu sévère peut-être, mais le parallèle avec Bordeaux, parce que c'est un club Arsenal qui est sur une pente descendante depuis même avant le départ de Arsène Wenger. J'ai envie de dire que ça fait 10 ans qu'Arsenal est sur la pente descendante. Et quand on regarde l'effectif, bah excusez-moi, quand vous regardez la défense d'Arsenal, je sais même pas si c'est une défense de 10e de première ligue, honnêtement. David Luiz, il est cramé. Bellerin, heureusement qu'il n'est pas allé au PSG, heureusement pour le Paris Saint-Germain, parce que s'ils avaient pris Bellerin à la place de Florenzi, je sais pas où ils en seraient actuellement. Tierney, bon, bah, vous m'excuserez, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus la panacée. Même au milieu de terrain, je suis en train de regarder l'effectif, voilà. Alors, Haute-Garde, c'est une bonne petite trouvaille, mais je suis pas certain que la qualité soit au rendez-vous. Enfin, j'ai pas trop suivi ces matchs, mais j'ai pas l'impression qu'il fait... Ça va un peu mieux depuis quelques matchs, mais c'est vrai que c'est pas non plus un mec qui les fera... Quand ça va bien, mais c'est pas un crack pour leur faire passer les caps à ce point-là, quoi. Granit Xhaka, pour vous dire, je sais même pas si je le prendrais à Nancy, vu son niveau actuellement. Thomas Partey, bah, il est vraiment décevant. C'est le joueur que j'adore, Thomas Partey. Hein, l'Atlético Madrid, il était vraiment important. Et là, bah, Arsenal, bah, c'est. Est-ce qu'il a du mal à s'imposer en première ligue? Est-ce qu'il a du mal à s'adapter au championnat? Je sais pas. Alors après, il y a l'attaque, mais si on regarde l'attaque, ouais, Aubameyang,
c'est pas mal, mais quand on regarde Pépé ou même Lacazette, vous m'excuserez les Lyonnais, mais Lacazette, je suis désolé, je comprends même pas qu'il y ait des gens encore qui arrivent à débattre de Lacazette à la place de Giroud en équipe de France. Ça me paraît inconcevable aujourd'hui de se dire que Lacazette a sa place en équipe de France. Je pense que même on fait une équipe de France à prime, Lacazette il a pas sa place dedans. Je suis désolé. C'est un joueur que j'apprécie énormément, mais il a régressé à un point. On a l'impression qu'il a voulu changer son style de jeu, jouer un petit peu en pivot, mais ça lui va pas. Lacazette, pour moi, c'était l'attaquant explosif de ses premières années. Là, c'était le vrai Lacazette. C'était un joueur qui apportait vraiment quelque chose. Mais aujourd'hui, Lacazette, c'est devenu un attaquant lambda de première ligue. Et c'est décevant. Ouais, je suis un peu d'accord. Je rajouterais juste que vraiment, Aubameyang fait vraiment une saison affreuse, mais horrible. Et en plus, dans l'attitude, il est pas toujours là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes personnels avec sa mère qui a été malade à un moment donné. Du coup, il a été absent. Il a été absent à un moment donné, mais sa saison, elle est vraiment pas bonne. Lacazette, il a été irrégulier. Ça fait vraiment presque 2 ans qu'il a vraiment beaucoup de mal. La première année, ça allait, mais enfin, là, ça va un peu mieux, mais ça reste quand même en dessous de ce qu'on aurait pu espérer voir faire. Granit Xhaka, c'est une grosse déception. Il a été payé ultra cher, on ne sait pas pourquoi. Thomas Partey, c'est décevant aussi. Pépé, j'en parle pas parce que c'est pas nécessaire. C'est une grosse escroquerie. Comme beaucoup de Lillois d'ailleurs qu'on a acheté très cher. Et voilà, hein, si on peut dire ça. Après, on peut peut-être. Si tu as envie de parler de vraie déception cette saison en première ligue, on peut plus parler de Wolverhampton. Wolverhampton 14e, c'est plus une déception pour moi que Arsenal 10e. Arsenal 10e, ils sont à leur place. Ouais, mais Wolverhampton, je me demande s'ils surperformaient pas un petit peu, tu vois, parce que d'ailleurs, ils prennent 3-0 là contre West Ham. Mais je sais pas si tu veux t'exprimer du coup, Guérin, du coup, sur la première ligue de manière générale. Sur la première ligue, attends, c'est Arsenal, sur Arsenal, c'est ça? Ouais, sur Arsenal ou sur d'autres équipes. Ouais, bon, Arsenal, ils sont pas si largués au final, hein. Ils sont combien? Ouais, ils sont 10e, mais ouais, devant, t'as Aston Villa, et après, pour moi, tout simplement des équipes qui sont meilleures qu'eux. Hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils font pas de série, Arsenal, en fait. Ils arrivent pas à enchaîner vraiment. Franchement, tu vois, l'effectif, il est maigre, quoi. Il est ridicule. Bon, là, ils ont pris Odegaard, ok, mais bon, il va repartir. Thomas, ouais, qui est plus à l'infirmerie que titulaire. Ouais, tu vois, l'effectif, il est minable. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Tu peux pas faire grand chose avec cet effectif-là, quoi. Et pour moi, ils sont à leur place. C'est un des clubs les plus riches du monde, Arsenal. Enfin, après, c'est vrai que ces derniers temps, ils avaient été investis. Ouais, mais... Franchement, c'est compliqué. Tu regardes l'effectif, ouais, c'est compliqué. Et moi, j'ai plus envie de parler, tu vois, d'un West Ham là qui gagne 3-0, qui avait pas enchaîné des super pertes récemment, mais du fait que t'as Chelsea qui est très moyen, t'as Tottenham qui à chaque fois n'arrive pas dès qu'ils ont l'occasion pour justement devenir 4e, ils y arrivent pas. Limite ça laisse la place à Liverpool là qui revient bien. Ouais, c'est vrai que pour la 4e place ça va être serré parce que je pense que Manchester et Leicester s'ils s'effondrent, mais je pense pas. C'est sécurisé. Et ouais, la 4e place entre West Ham, Chelsea, Tottenham, Liverpool, pourquoi pas Everton. Ça peut être très serré. Des matchs en moins, ouais. Ils sont pour revenir à Arsenal, ils sont à leur place, quoi. On n'a rien à ajouter de plus. Hein. Ok. On peut passer du coup à la Serie A. Du coup, sur la Serie A, j'avais mis du coup la lumière un peu sur le club de Sassuolo que j'ai vu contre la Roma du coup ce week-end. Et parce qu'il y a une hype un peu par les hipsters, on va dire, du foot autour de De Zerbi et du jeu proposé par Sassuolo. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez un peu regardé certains de leurs matchs ou pas du tout. Du coup, si vous étiez intéressé un petit peu à cette équipe-là. Qui veut prendre la parole du coup? Je branche mes écouteurs. Hop, attends. Ouais, donc j'ai un peu regardé Sassuolo et
Bah déjà, je vais mettre un peu les points sur les i. On parle beaucoup de Zerbi. Effectivement, bah, il a fait franchir un cap au club. Mais Sassuolo, ça fait des années que c'est une des plus belles équipes italiennes à avoir joué. Alors, je sais pas depuis quand De Zerbi est là. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans? Ouais, 3 ans, je crois. Hein. Ouais, 3 ans, il me Je semble. me souviens. Sassuolo, ça fait depuis qu'ils sont montés en Serie A que c'est une des plus belles équipes à avoir joué. Il y a un des joueurs qui s'est fait remarquer au tout début, c'était Domenico Berardi. Ouais, Berardi, ouais. Bon, c'est décevant, il a jamais réussi à franchir le Mais cap. il s'est un peu perdu, quoi. Il y avait pas mal, il y avait la Juve qui était très chaud pour le prendre, il fait mal rester et il a jamais vraiment confirmé, quoi. Voilà, là, il revient bien cette saison, mais il a eu quand même une petite traversée du désert. Et ils ont quelques joueurs intéressants. Ils ont Maxime Lopez, qu'on connaît bien, qui est un joueur intéressant. C'est pas un joueur de top club, mais c'est un joueur intéressant. Ils ont Manuel Locatelli, qui est un joueur qui va partir très avait cher. prouvé- Qui va se vendre très cher, là, je Pardon pense, en Italie. Ouais, Locatelli il va partir très cher. Il a des touches à Paris, d'ailleurs. Ouais, touche à il va- Paris, Mais- touche à la Juve. À Milan, il était déjà pas mal. Hein. À Milan, il était déjà pas mal. Et Mm. là, il a explosé. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour lui, du coup. Il y a Giovanni Boga aussi Enfin, c'est un Ivoirien. Ouais, Boga, ouais. Enfin, qui a Boga, joué ils en ont le petit Ehan, là, je sais plus comment on prononce son nom. Le qui Turc, venait de Schalke. ouais. Ouais, qui venait de Schalke. Ouais. Il est pas mal. Donc voilà, il y a quand même un effectif avec des qualités. Ils sont 9e. Ils produisent du beau football. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une équipe intéressante. Il y a une autre équipe aussi, si je peux me permettre. Ouais, on élargit Gon, le débat sur l'ensemble de la Serie A. Ouais. c'est qui mérite d'être mis en avant, mis en lumière, c'est l'Hellas Vérone. Alors c'est peut-être pas un football aussi léché, mais les performances elles sont là. Elles sont là, 8e. C'est une belle performance et c'est peut-être même plus surprenant que pour Sassuolo parce que je vais regarder l'effectif du Hellas Vérone, mais il n'y a aucun joueur qui au départ avant le début de la saison me disait quelque chose, tu vois. Ouais, moi il y a une équipe que j'aimais bien aussi en Italie, c'était qui parfois parfois pêche un peu dans son efficacité, c'est la Spezia aussi. Je les avais vus il y a pas très longtemps contre la Juve. En fait, je regarde beaucoup les matchs de la Juve cette année, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais je les avais vus contre la Juve et je les avais trouvés très impressionnants. Ils avaient fini par perdre de 2 ou 3-0, mais ils avaient vraiment fait bonne figure en fait dans le match et c'est ça qui est un peu décevant. D'ailleurs, on peut parler de la Juve qui a encore été très très moyenne ce week-end. Au grand dam c'est une saison catastrophique. de la SNL de Tours qui a une tendresse particulière, on va dire, pour ce club. Ça me rend malade. Honnêtement, ça me rend malade. Ouais, enfin, là, franchement, ça va être compliqué même pour la Ligue des Champions, en fait, parce que quand on regarde le classement, c'est une 4e place, là. Et en plus, il y a mercredi, il y a le match contre Naples à jouer. Donc ça va être un peu compliqué. Bah, ça va être compliqué, hein, je pense, parce que moi je suis pas très rassuré par la Juve, parce que les dernières prestations sont, c'est un peu les mêmes depuis tout 2021, quoi. Et surtout, t'as Naples qui est en pleine bourre, t'as l'Atalanta qui est en pleine bourre aussi, t'as la Lazio aussi qui revient hyper bien. Je pense que l'élimination en Ligue des Champions leur a fait un peu du bien. Ouais, ils sont occupés par ça. Et moi j'ai peur. Je connais pas le calendrier de la Juve, mais j'ai peur quand même pour la Juve. Après, t'as le fait que t'as le Milan aussi qui peut tout perdre. Faut faire attention. Ils sont un peu moins bien quand même. Les Milan ont des très grosses difficultés à domicile, ouais. Ouais, mais moi j'ai peur quand même, hein, parce que Naples là ils sont lancés. Hein. Franchement, je les vois bien. Pour moi, la 4e place va jouer entre le Milan, Naples et la Juve. Ouais, donc tu vois même l'Atalanta passer devant le Milan en fait. Oui, non, l'Atalanta, oui. Pour moi, l'Atalanta. Inversé, ouais. Voilà, ils sont dans leur lancée. C'est vraiment l'équipe qui te met plus de buts qu'ils en prennent, quoi, tout simplement. Et non, l'Atalanta, pour moi, c'est pas de souci. Pour moi, ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Et tu mets hors jeu la Lazio
La Lazio et la Non, Roma. non, la Roma, oui, parce que La Roma, il galère aussi un peu. ouais, la Roma, c'est compliqué. Hein, là. En plus, il y a Franchement, encore il y a encore la Ligue Europa qui leur pompe un peu d'énergie, je pense. ouais, pour moi, la Roma, je pense que c'est compliqué. Ils n'ont pas un effectif très dense non plus. Je crois qu'ils ont pas mal de blessés aussi, importants. Bah, Mkhitaryan, ouais, qui était un peu leur key player, bah, il est blessé. Depuis, ils arrivent un peu moins à jouer, quoi. C'est plus compliqué, quoi. Et la Lazio, oui, bah justement, je les vois pas. Ils vont jouer la 4e place, mais je les vois pas faire qui la 4e, quoi. Parce que je pense qu'ils sont un peu, il y a un peu de retard aussi, et c'est compliqué, quoi. Mm. Mais pour moi, ouais, pour moi, je mets bien Naples en favori pour la 4e place. Ray du Québec, tu veux peut-être t'exprimer sur la Serie A ou tu regardes pas du tout depuis le Canada? Non, la Serie A, la seule chose qui me surprend, c'est que la Juventus soit pas en train de gagner. A priori, c'est la seule chose qui me surprend, là. Ils sont pas en train d'être champions, mais sinon, ça c'est de la Serie A, je regarde pas ça, là. On peut pas regarder tous les championnats du coup. Encore Anthony, une du fois, coup, pardon, vas-y, ah pardon, vas-y. vas-y. Si tu veux t'exprimer, Mais vas-y. encore une fois, je vais me répéter, mais la Juve, ils sont à leur place quand tu regardes l'effectif. C'est vrai que c'est Ils très se moyen. dégradent d'année en année. Et aujourd'hui, bah, c'est pas un effectif qui fait rêver. C'est pas un effectif qui était sensiblement. On met de côté Ronaldo, qui est un joueur, un extraterrestre. Est-ce que l'effectif, il te paraît au-dessus de Porto à l'instant T quand ils ont perdu? Bah, c'est pas hyper évident. L'effectif de la Juve, il s'est dégradé Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. de manière Il y a assez beaucoup grave de, ces dernières années. il y a beaucoup de joueurs Donc non, très, très, quatrième, ça me surprend pas. très, très Et neutres. puis Pirlo, Betancourt, on va ouais, taper. Pirlo aussi, Betancourt, Rabiot, c'est très, très neutre quand ça joue ensemble. Très peu de Voilà, passes on va vers taper. l'avant, très peu de. Moi, je comprends toujours pas pourquoi ils ont pris Pirlo, quoi. C'est un gars Mais qui on a... va taper sur Pirlo. Mais Pirlo, honnêtement, il fait avec ce qu'il a. Ouais, Tu mets un. mais Et franchement, mais franchement, c'est compliqué en fait aussi c'est pas un avec Pirlo. cadeau. C'est franchement pas un cadeau pour Pirlo. Ouais, non, mais Je t'as pense qu'il raison, fera une très bonne carrière il fera une très bonne carrière d'entraîneur, mais le fait qu'en première expérience, il ait la Juve, qui effectivement n'a pas un bon effectif, c'est franchement pas un cadeau. Pour moi, il va se faire virer dans toute façon, dans tous les cas. Moi, je pense. Et c'est franchement pas un cadeau. En plus, Ça tue une carrière d'entraîneur, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas un cadeau. C'est vrai que c'était compliqué aussi avec enfin les Chiellini, Buffon et tout, il a passé mais je sais pas, genre 10 ans avec eux dans le vestiaire, Mm. c'est ses amis limite. Enfin, c'est peut-être pas tous, mais Ouais. certains c'est ses amis et tout d'un coup tu dois devenir leur entraîneur, c'est quand même pas facile. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, j'ai envie de faire comparaison avec un autre entraîneur qui, pour moi, deviendra un très grand entraîneur aussi, c'est Xavi. Xavi, lui, ça fait un petit moment donc qu'il est au Qatar. Et lui sait que il n'a pas encore l'expérience pour entraîner le Barça. Il entraîne le Barça un jour c'est écrit, mais lui il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il n'a pas encore l'expérience. D'ailleurs avec son club au Qatar, donc il gagne tous les trophées. Il manque juste un trophée, c'est la Ligue des Champions asiatiques. Et je pense qu'il partira du club quand il aura gagné cette Ligue des Champions. Et Ouais. pour moi, lui, il ne brûle pas les étapes. Il va vraiment étape par étape. Et pour moi, il sera un genre un très grand entraîneur du Barça. Moi, je suis convaincu. Et ben sans transition, sans plus attendre, la Liga. Bon. Et donc pour la Liga, du coup, on va s'intéresser avant d'élargir et parler de notre Atlético Madrid et du Barça qui galère à marquer pour l'instant, donc toujours 0-0. À la Real Sociedad, du coup, qui s'est imposé ce week-end en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao et qui remporte une belle coupe d'Espagne en termes d'une finale plutôt accrochée du coup, mais où je trouve que c'était assez mérité sur le match.
Du coup, est-ce que vous avez regardé un peu la Real Sociedad cette année? Ou est-ce que vous pensez que c'est mérité, et que c'est un club qui va continuer de progresser, quoi? C'est la future place forte du foot, du foot espagnol. Est-ce que ça peut le redevenir, on va dire, plutôt? Parce que ça l'a été à une époque. Alors, attends. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Ouais. Simon. Oui. Alors, est-ce que ça peut le devenir? Tu poses bien la question parce que c'est un effectif qui est assez jeune, si je dis pas de bêtises. Il y Ouais. a un petit joueur que j'ai vu, je vais regarder son nom, je vais le retrouver parce que il a un nom à coucher dehors, un petit jeune, voilà, que j'avais vu jouer cette saison que j'ai trouvé pas mal, c'est Ander Barrenechea. Ah, là, Barnechea, ouais. Ouais, l'attaquant, ouais. Barrenechea, voilà. Ouais, il est vraiment pas mal, il est assez prometteur, j'aime beaucoup. Pas mal de vitesse, de la vivacité, une qualité technique au-dessus de la moyenne, donc ça c'est assez prometteur. Je suis en train de regarder l'effectif. Bah, il y a Isaac, évidemment, Isaac le Suédois. Bah, c'est un joueur qu'on connaît un petit peu et qui cette année, bah, finalement, confirme les attentes. Je suis en train de regarder, il a 12 buts. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un joueur qui a explosé assez jeune hein, en Suède. Qui avait été recruté vite Qui a- par Borussia et puis qui s'était pas trop imposé, mais bon. Ouais. Voilà. Donc maintenant, bah, il a l'occasion de briller dans un club à sa mesure. Il y a Ilara Mendy qui, mine de rien, se relance pas mal aussi. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Non, il est revenu. Attends, Non, il était bon l'an dernier, maintenant C'est il plus a David Silva, je pense que. Pardon? Yaramendi, il a un Il a peu mar- plus de mal depuis. Yaramendi, il a quasiment pas joué. Hein, La saison dernière, Alors, il était pas mal, mais cette saison. ouais, cette saison, non, il joue pas. Non, c'est pas lui que je pensais. Il y en a un autre des anciens. Il y a du Real. David Silva, David Silva qui joue beaucoup. Ouais. qui a une saison honnête. Tu parles de qui? De Mathieu Montréal, je sais pas. Non, mais je sais plus. Non, je sais Non. plus. Oui, effectivement, c'est pas Ilara Mendy, je sais plus. Mais il y a un ancien. Je crois qu'il y a un ancien du Real qui se relance. Il se relance pas mal. Je vais te retrouver. Je vais regarder l'effectif. Ouais, ça me dit rien. Je vois pas de qui tu parles. Moi, dans l'effectif du coup, après il y a la grande star qui est Oryzabal, Ou Erzabal, ouais. Oryzabal, ouais, qui va probablement partir cette année, je pense. Mais sinon, Ouais, c'est très probable. Ouais. il y a Jan Uzaj, qui est un joueur que j'aime beaucoup depuis ses débuts à United et qui du coup a réussi à se stabiliser avec avec un bon club, mais je pense qu'il pourrait limite repartir dans un club un peu plus gros, tu vois. Mais du coup, voilà, après, est-ce que ça va suffire à vraiment s'installer en tant que quatrième place? Parce que là, au début de la saison, ils avaient fait un très bon début de saison, puis après, ils ont... Ouais, au début, ils étaient très bons, ils ont un peu plongé, quoi. Bah, à voir, parce que pour moi, les 4 premiers, bon, ils sont déjà désignés, quoi. À voir. Moi, pour l'instant, ils sont au niveau du Betis, quoi, qui cette saison, quand même, fait une bien meilleure saison que l'année dernière. Ouais, qui est bien revenu, Betis. Ouais, notamment, emmené par un Fekir qui est excellent. Fekir, il fait une deuxième partie de saison de feu, ouais. Alors, j'ai retrouvé le joueur, c'est pas du tout Ilara Mendy, c'était un autre jeune et il a pas joué au Real. C'est Mikel Merino. Merino, oui. Voilà, Merino, je sais pas pourquoi j'ai confondu avec Ilara Mendy, non Merino. Oui. Et c'était à Dortmund qu'il avait joué, voilà, pas au Real, je sais pas pourquoi. Merino, il est bon, ouais. Totalement planté, mais il me plaît pas mal. Merino, oui, c'est un bon joueur. Hein. Bon, il est plutôt jeune non plus, mais c'est un bon joueur. Et du coup, on va s'intéresser rapidement, avant de passer à la page Bundesliga, à ce qui se passe dans le haut du tableau. Et on a vu beaucoup de topics up ces derniers jours sur le FF, parlant de l'Atlético Madrid qui est en train de voir son avance se fondre comme neige au soleil, du coup, et qui n'a plus que 3 points d'avance sur le Real, du coup, et 4 sur le Barça, enfin 3 actuellement, vu que le Barça est en train de jouer et fait match nul. Et est-ce que vous trouvez que est-ce que vous arrivez à comprendre cet écroulement, on va dire, et est-ce que c'est pour vous c'est étonnant ou pas? Ah non, c'est pas étonnant. Bah, ils ont été en réussite en début de saison. Là, ils sont en train de retrouver un rythme d'équipe normale. Après, est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous du Real ou du Barça? Je n'arrive pas à savoir. Dans l'effectif, clairement, Détroit, je pense que on sera tous d'accord que Détroit, c'est le Barça qui a le meilleur effectif.
je pense. Euh, Vous allez pas me dire que c'est le Real que le Real a un meilleur effectif que le Non, Barça, mais ou c'est l'Atlético, rien. pour moi, ils ont un effectif limite plus équilibré que le Barça, tu vois. Le Real Non, le ou Barça, le l'Atlético? Barça, le Barça. Le Real, non, le Non, Real, le ils sont un Barça. peu en dessous. Ouais, le Real, pour moi, si le Real est champion, franchement, là, bravo Zidane, hein. Ouais, Honnêtement, non, parce que je suis d'accord, parce qu'il a un Avec effectif avec ultra tous les juste. blessés qu'ils ont eu. Il a un effectif ultra juste. Mais par contre, pour moi, ouais, l'Atlético, ils ont un effectif plus équilibré que le Barça. Parce que le Barça, ils sont très, très, Ouais, très mais forts devant. l'Atlético, en fait, le problème, c'est qu'ils ont eu des cas de Covid au pire moment. Au moment, justement, où tu avais la Ligue des Champions, au moment où, justement, là, ils devaient faire le trou. Bah, ils sont tapés tous les cas de Covid et ça les a tués, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Et C'est vrai. bah, surtout comme un effectif comme l'Atlético qui demande, qui demande Ouais, un jeu ultra physique. c'est vrai que t'as raison, parce que Voilà, comme quoi. on a les cas de Avoir Covid, le Covid, bah, ça aide pas. on sait pas si les mecs ils sont malades ou s'ils sont juste. T'as raison, ça peut peut-être jouer et ça peut. Ouais. Parce que tu sais, c'est des pros, mais on sait pas comment ils vont réagir, Non, quoi. non, mais t'as raison, s'ils sont malades, t'as- Ils sont là, mais t'as des gens qui arrivent, qui ont du galèrent mal à plus. revenir. Non, Moi, le meilleur exemple que je peux citer, c'est Rafinha, ouais, qui a eu du mal. à Paris, qui a clairement, il a clairement du mal à revenir, hein, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça joue. Je pense Je que suis ça un- joue. le truc qui me rend un peu triste à l'Atlético, c'est Joao Félix, parce que je pense que des trois jeunes pépites, Haaland, Mbappé et Félix, je pense que le plus fort footballistiquement des trois, techniquement, c'est Félix. Et, euh, et autant il était bien parti, mais autant dernièrement, c'est plus du tout ça, et c'est un peu dommage. Il a du mal à s'adapter, hein. Ouais, c'est vrai que. Après, c'est vrai que Simeone aussi, ce qu'il demande, c'est quand même compliqué. Ouais, il se renouvelle pas. C'est bizarre parce que justement, en fin de saison, en début de saison, il s'était renouvelé avec un jeu totalement différent et tout, qui était beaucoup plus attrayant. Et j'en avais déjà parlé, c'est avant la Ligue des Champions, avant le match. Putain, je sais même plus où ils ont joué là, contre Chelsea justement. Ouais, Chelsea, ouais. Bah, il est revenu à ses fondamentaux. Et bon, après, je pense que c'était pas par rapport au cas de Covid, mais c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Il est en train de devenir une caricature de lui-même parce que l'Atlético qui fait finale de Ligue des Champions en 2016 ou en 2014, mais surtout en 2016, bah, il jouait pas aussi, comment dire, c'était pas autant un bunker que maintenant. Là, il est en train de devenir caricatural, Simeone. C'est un peu dommage. Ouais, mais surtout que, voilà, comme je disais, il a changé son jeu, quoi. Et ça marchait. Et c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, ça s'est délité, en fait. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment devenu une caricature de lui-même. Il bétonne même quand ça, y a pas forcément nécessité d'eux. C'est ouais, c'est décevant parce que quand même, si là il gâche la Liga alors que le Real et le Barça sont en phase de transition, ce serait quand même très décevant. Rey du Québec a un mot sur la Liga ou peut-être la Ligue des Champions. Mais la Liga, je sais pas, c'est une ligue qui est assez liée à la Ligue des Champions. Il y a souvent des champions de la Ligue des Champions qui viennent de la Liga. L'Atlético, ben, ça va être leur saison par 5 ans, par 5-7 ans, qui vont être champions si tout va bien pour eux. Écoutez, là, je suis content pour eux. À la Madrid, puis voilà. C'est ça. On va passer à la Bundesliga. Et du coup, pour la Bundesliga, on va s'intéresser, du coup, on va commencer par le cas de Leverkusen, du coup. Et on va se demander, du coup, si la saison de Leverkusen peut être considérée comme décevante ou si finalement ils sont à leur place, du coup. On rappelle que avant d'affronter le Bayern mi-décembre, ils étaient invaincus. Hein. Ouais, décevant, oui, parce que effectivement, il y avait leur début de saison qui était excellent. Ils étaient très proches. Ils étaient premiers à un moment, je crois, pendant pas mal de temps, je crois aussi. Ouais, ils étaient premiers. Avec un effectif
très intéressant qui allie des jeunes comme Wirtz, qui est vraiment la révélation du début de saison. Là, il a un peu plus de mal, mais un jeune joueur de 17 ans qui sort, je dirais pas qu'il sort un peu nulle part, mais vraiment vraie révélation. Qui allie aussi ça avec on va dire les plus vieux, parce que bon, plus vieux c'est un peu vache, parce qu'ils ont que 31 ans, c'est les frères Blender. Il y a Bellarabi aussi, notamment parmi les cadres. Et tu voyais que c'était vraiment un jeu sympa, vraiment tout, axé offensif, du beau jeu, quoi, du beau football. Et ils ont eu un gros creux début 2021 où ils ont enchaîné pas mal de mauvaises perfs et ils ont perdu énormément de points, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est dommage. Et du coup, oui, effectivement, par rapport à leur début de saison, c'est dommage que effectivement ils soient là je veux dire que à la 6e place, quoi. Parce que les équipes de devant, bon, je compte pas Munich et Leipzig, les équipes de devant, c'est Wolfsburg et Francfort. Wolfsburg l'année dernière qui était pas loin de se faire reléguer. Francfort qui était bien classé, mais c'est niveau Europa League, quoi. T'es en train de confondre Wolfsburg et le Werder Bremen. Wolfsburg, ils étaient pas. Attends, ouais, t'as peut-être raison. Attends, faut que je vérifie. Ouais, non, Wolfsburg, ils étaient. Je me demande s'ils étaient pas loin, c'est pas loin de la Ligue Europa, je crois. Ouais, mais en tout cas, c'est pas la saison qu'ils avaient fait l'année dernière, quoi. Je crois, peut-être que je confonds avec. Attends, je vais voir quelle place ils avaient fini. Tu confonds certainement avec le Werder. Ouais, ils ont fini 7ème, t'as raison. Ouais, effectivement. Et vas-y, je te laisse continuer. Non, vas-y, je te laisse terminer. Vas-y. Et ouais, par rapport à leur saison, c'est vrai que c'est un peu décevant parce que début de saison, ils étaient là et en face, Wolfsburg dans Francfort, c'est pas forcément les équipes qu'on attendait. Un petit mot sinon sur les deux équipes de devant que j'aime beaucoup. Wolfsburg, il y avait eu l'épisode du défenseur là qui avait explosé Dabour, Wendel, je crois. Qui partait tout seul et tu sais il avait fait le tacle et du coup ils ont perdu le match et le gars je sais pas combien de matchs de suspension il a pris là. Ouais. Je pensais que justement ça allait un peu casser leur dynamique. En fait ils ont enchaîné 3 victoires après. Donc, voilà, contre Offenheim il avait fait alors que c'était alors que c'était fini, il y avait 1-0 dans tous les cas. Ils avaient perdu le match, il fait ce tacle là je sais pas combien de matchs il a pris, il a dû prendre cher, quoi. Mais d'ailleurs il y a un joueur qu'il faut souligner du côté de Wolfsburg, c'est le jeune Maxence Lacroix. Ah, le défenseur, oui. Ah oui, je trouvais très très fort. Je trouvais excellent du côté de Sochaux, qui avait failli signer à l'OL. Mais alors qu'il est explosé comme ça, Wolfsburg, franchement, ça m'épate. Ah oui, ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit des jeunes Français qui explosent en Bundesliga en défense. Ouais, en plus, c'est souvent des défenseurs. Parce que... Ouais. Ils sont souvent pris. Vous avez peut-être regardé le Borussia qui a été encore décevant samedi contre. Je voulais. Pardon. Vas-y. Je voulais juste terminer sur Leverkusen, vu qu'on était toujours sur le sujet. Vas-y. Je regarde l'effectif, ça me fait rigoler. C'est un peu le FC joueurs prometteurs qui n'ont jamais explosé, parce que tu regardes les joueurs. Ah oui, les Bellarabi, les Bellarabi, les Arias, Ta. Ta, ça va encore. Je trouve que c'est quand même un bon défenseur. Ouais, mais enfin, il était jugé plus prometteur que ça, par un moment. Aranguiz aussi. Aranguiz, c'est vrai que c'est un peu un bizarre. Ah oui, et puis même les jeunes joueurs, c'est vraiment très jeune, donc je pense que si ça peut prendre un peu de bouteille, Diaby qui est déjà très très bon. Hein. Et si Diaby, Bailey et compagnie prennent un peu d'expérience, encore Wirtz, t'en as parlé, ça peut vraiment faire mal dans les prochaines années. Ouais. Après ils vont perdre des frères Bender qui prennent leur retraite les deux. Bon, ils ont pas énormément joué, mais dès qu'ils jouaient, ça restait quand même les 4 de l'effectif. C'est vrai que c'est un peu dommage. Les Bender, ils partent à la retraite. Ouais, les deux partent à la retraite en même temps. À 31 ans, c'est un peu dommage. Mais... c'était des bons joueurs, je me rappelle à une époque. Justement, ils étaient là en début de saison, tu voyais que leur expérience apportait pas mal. Ils sont pas mal blessés depuis 2021 et c'est là où les Leverkusen a un peu plongé, quoi. Parce que c'est un effectif très très jeune au final. Donc,
c'est un peu dommage, quoi. Moi, j'ai envie de parler d'une de mes équipes favorites, enfin préférées d'Europe, c'est l'Eintracht Francfort. Voilà, c'est une équipe franchement avec un effectif qui est pas exceptionnel, quoi, qui casse pas de patte à un canard, on va dire. Mais non, c'est franchement, c'est une équipe vraiment très très beau à jouer. Enfin, c'est une équipe qui joue bien, qui est vraiment intéressante, qui savent faire des perfs. Il y a un joueur que j'aime bien, que j'aime bien depuis l'année dernière, c'est le japonais Kamada. C'est un excellent joueur. C'est exactement le profil qu'avait Kagawa quand il était à Dortmund. Ah ouais, Vraiment excellent dribbleur. Bon, finition c'est pas exceptionnel, mais excellent dribbleur, une qualité de passe vraiment au-dessus de la normale. Ils ont un André Silva qui est en feu, quoi. C'est vraiment le Lewandowski de leur équipe, quoi. Ah, Qui André met tous Silva, les je crois buts. qu'il a marqué qu'un but de moins que Haaland, hein. On n'en parle pas beaucoup. Oui, non, il a plus de buts. Non, il est deuxième. D'ailleurs, c'était une des questions que j'ai eues, Hugo. Ouais, je le savais parce que effectivement, je suis à Francfort. Ouais, non, c'est une équipe que j'adore voir jouer. Il y a Kostic aussi qui est excellent. Il est un peu dans le rôle de Gosens à l'Atalanta, c'est-à-dire que c'est un piston gauche. Et le gars, franchement, ouais, c'est un super joueur, quoi. Et non, Francfort, ça me fait plaisir parce que ils ont eu un peu un coup de moins bien parce qu'ils ont enchaîné c'est l'équipe qui bat le Bayern et je pensais que justement ils étaient lancés. Bah, là, après ils ont enchaîné deux. Je regarde, oui, de souvenir, je crois que c'était 2 défaites, un match nul. J'avais un peu peur pour eux, surtout avec la confrontation contre Dortmund qui était ultra importante pour la Ligue des Champions. Ils sont allés gagner à Dortmund avec les tripes, avec la manière. Et, euh, et voilà, quoi, ça fait plaisir de voir ce genre d'équipe, voilà, qui était pas forcément, enfin, dans les équipes qu'on peut avoir pour jouer la Ligue des Champions, et qu'au final, je pense, va réussir à gagner la 4e place. Pour moi, le 3 était fait. Hein. Le match contre Dortmund était ultra important. Dortmund a encore la Ligue des Champions. Ils ont un calendrier démentiel où sur les 4 dernières journées, ils vont jouer Wolfsburg, Leverkusen et Leipzig, je crois. Donc ouais, pour moi, Dortmund, ils vont pas aller en Ligue des Champions et malheureusement, qui dit pas de Ligue des Champions, dit au revoir à Land et Sancho, quoi. Tout simplement. Ouais, ça risque d'être compliqué, mais c'est vrai qu'après là ils ont 7 points de retard. Enfin, je vois pas comment ils peuvent. En plus, ils affrontent encore ils affrontent encore Wolfsburg, je crois, dans les prochaines semaines. Et c'était les 4 dernières semaines. Je te dis, sur les 4 dernières journées, j'avais vu. Attends, je Ouais, c'était regardais ça, du coup. c'était Leverkusen, Wolfsburg et puis je sais plus qui. Wolfsburg, Leipzig et Leverkusen. Ouais, Ouais. bon, voilà. Enfin, Voilà. Alors, donc pour ouais, moi, ils vont peut-être gagner certains matchs, mais enfin ils vont perdre aussi. en plus ouais, ils ont la finale de Copa de coupe aussi en plus. Ouais, ils ont encore la Ligue des Ouais. Champions dans 2 semaines. Ouais, Ils ont encore les des champions. Je pense qu'à Land, ouais, ils auront plus la tête hein, avec des choix à la championnat. Bundes. Hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'était vraiment le match à pas perdre absolument contre Francfort. Oui, tout à fait. Mais, c'était accroché ouais, d'ailleurs, mais enfin à la fin. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés. Dortmund cette année, ouais. Sans Haaland, ça serait vraiment beaucoup moins bien, quoi. Ouais, bah, c'est clair, c'est Haaland qui fait vraiment tout dans l'équipe. T'as Hazard que j'aime bien aussi, mais Ouais, mais il fait pas une. c'est pas intermittence, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ils ont la grosse blessure, le joueur clé qu'ils ont perdu et qui vraiment était un peu le pilier de l'équipe, c'est Witsel. Le fait qu'ils aient perdu Witsel, et bah, tu sens que l'équipe est moins solide au milieu. Ça fait jouer, il y a le jeune Bellingham qui joue, mais ouais, c'est encore trop jeune, quoi. C'est un gars qui avait qu'une seule saison pro à Birmingham. Et ouais, c'est trop jeune pour assumer le milieu, quoi. En fait, Dortmund, ça fait jouer les jeunes, mais je trouve que ça les expose trop, en fait. Ils exposent trop les jeunes. C'est-à-dire que, tu vois, un gars comme Moukoko, ok, il est bon, mais moi j'ai peur que déjà là, il a une petite blessure un peu casse-couille, quoi.
Dortmund fait jouer trop les jeunes et Ouais. c'est là où peut-être que voilà, ça les tue un peu quoi. C'est vrai que Moukoko, Parce que je parle de jeunes, on parle de jeunes de 17, de Moukoko il a 16 ans. Voilà quoi, Ça se voit en plus c'est que sa compliqué. croissance, elle est pas finie. Enfin, même s'il est grand et tout, Oui, voilà. ça se Ouais. voit un peu qu'il est pas fini physiquement. Ouais. Quoi. T'as des gars comme Reina aussi qui joue pas mal, qui pareil, il a 18 ans. T'as Morey aussi, il a 20 ans. Voilà, c'est des jeunes pour moi qui font jouer trop tôt quoi. Et tu sens que c'est pas facile dans un club comme ça reste un grand club, tu vois, Dortmund. C'est pas facile de faire jouer que ces jeunes-là jouent tous les matchs. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai peur pour Dortmund quoi, parce que ne pas jouer la Ligue des Champions. Bon, il y a eu le cas il y a quelques années avec la dernière de Klopp. Ils ont pu se reprendre quelques années plus tard avec de bons recrutements. Mais là, faut qu'ils arrivent à gérer l'après Haaland parce que Haaland c'est écrit que si t'as pas la Ligue des Champions quand il part, Sancho c'est pareil. Faut qu'ils arrivent à gérer parce que ils ont pas mal de joueurs qui ont quand même une certaine valeur marchande. Un joueur comme Brandt que j'aime beaucoup. Ouais, Brandt, il a annoncé longtemps sur le départ. Ouais. Il y a Brandt, il y a moins qui partent. Enfin, à voir ouais, en fonction des départs quoi. T'as Guerrero aussi, que c'est un joueur que j'aime bien. Donc faudra voir comment ils arrivent à gérer l'après quoi. L'après Haaland. Parce que pour moi ils iront pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense pas non plus. On va finir du coup avec un mot sur les huitièmes de finale du coup. Alors demain on a Liverpool Real. Vous avez un favori, les uns après les autres peut-être. Du coup. C'est en Angleterre ou c'est encore en... Non pardon, c'est Real Liverpool. Zone neutre. C'est en Espagne. Sur le terrain d'entraînement du Real là. Ouais, ça fait marrer ça. Allez, moi je mets sur un but partout. 1-1, donc Liverpool qui est... Ouais, Liverpool en Ligue des Champions, c'est pas le Liverpool en Première Ligue quoi. Et sur les derniers matchs, ils se sont vraiment bien repris. Ils sont très solides derrière. Ils ont su un peu. Ils bricolent plus quoi en mettant Fabinho, en mettant Anderson est blessé, mais voilà ils bricolent plus. Ils ont installé vraiment deux défenseurs centraux solides. Kabak qu'ils ont recruté, il avait eu un premier match vraiment compliqué, mais au final il a prouvé que voilà c'était un très bon défenseur. Et le Real. Franchement, sur les dernières, si j'ai regardé les deux matchs contre l'Atalanta, c'est franchement très laborieux. Si l'Atalanta joue très mal le coup à chaque fois, bon, il y a le match aller où pour moi ils sont clairement volés. Le match retour, ouais, ça joue pas à grand chose parce qu'au final, le Real quand même suit un peu en fin de match. Et moi, je pense que Liverpool peut faire une perf. Donc moi, je verrais bien un petit 2-1 pour Liverpool. Donc 2 pour Liverpool. Ray du Québec, est-ce que tu as un pronostic du coup? Ça dépend pour quel match. Là, on parle du match de Liverpool. Pour l'instant, Real Liverpool. Real Liverpool. J'aimerais Liverpool, mais peut-être que le Real va gagner, mais je pense que c'est Liverpool. C'est pas clair, mais c'est ça pareil. Ok, bah moi je vais dire un partout aussi comme ASNL le retour. Et après du coup le deuxième match de la soirée ça sera City contre Dortmund du coup. Alors moi je vois bien un 3-2 pour City et une qualification de Dortmund au retour avec une disaster class à nouveau de Guardiola. Ça c'est ce que tu espères. Non, oui. C'est ce que je pense. Du coup, vas-y, Guerin. Moi, je vois un petit 5-0 pour City qui va exterminer Dortmund. Voilà. Non, je vois un score assez City, je vois genre City, malheureusement, c'est pas le City des années précédentes en Ligue des Champions. Là, Guardiola, il a clairement trouvé. Oui, ça fait 5 ans que je l'entends celle-là. Non, mais Guardiola. Non, en fait, la chance aussi qu'il a.
La chance qu'il a, c'est qu'il tombe face à une équipe de Dortmund qui est très très faible. Oui. En fait, Dans les à Hollande, moins c'est qu'il y ait une vraiment- fantaisie, à moins qu'il y ait une fantaisie qui nous sort comme, enfin, je veux dire comme chaque année, mais à moins qu'il nous sorte une fantaisie, là, cette saison, là, City, le grand changement qu'il y a eu cette saison, c'est la défense, en fait. Ouais, C'est plus l'équipe Ruben qui Diaz, va à l'abordage, et que derrière, c'était la cata. Là, Ruben Dias, c'est pour moi le meilleur défenseur de cette saison. C'est un monstre, quoi. Il est impassable. Et, euh, et voilà, quoi. Et je pense que en fait, City, c'est trop fort pour le Dortmund là. Après, t'as la carte Haaland, on sait jamais. D'ailleurs, il y aura, je pense, un énorme duel à voir entre Haaland et Ruben Dias. On verra ce que ça va donner, quoi. Mais non, pour moi, City, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort par rapport à Dortmund. Si c'était le Dortmund il y a quelques mois, ok. Ce Dortmund-là, non, pour moi, ils pourront pas rivaliser. Avec autant de carences défensives, ils pourront jamais rivaliser. Ok. Un mot du coup, Ray du Québec sur Dortmund City. Je pense que ça va être City qui va gagner à la fin du match aller-retour. Mais ça risque d'être serré. Là. Moi, je pense pas qu'il y a un favori et que là, si c'est l'autre qui gagne, ça va être une surprise. Je pense que ça peut être serré, mais je pense qu'à la fin, City risque d'être plus fort. Ok, bah moi je pense genre un 4-1 pour City au match aller. Je vois pas du tout Dortmund faire quelque chose. Mm. Et Ah non, mais moi je vois pas Dortmund faire quelque chose. Je vois City à nouveau se planter. Malgré tout ce que vous avez dit qui est tout à fait juste, notamment sur Ruben Dias, je peux pas m'empêcher de me dire que City va faiblir parce que chaque année on les voit si beaux et chaque année ils déçoivent. c'est vrai aussi. Après peut-être que je vais totalement me planter et passer pour un con. Je le souhaite pour City, hein. Mais je pense pas. Et après du coup, donc les deux autres matchs du lendemain, ça sera donc Porto face à Chelsea et donc Bayern PSG. Un prono pour Porto Chelsea du coup pour J'ai envie de tenter la carte Porto. Moi Parce aussi. que, À l'aller en tout cas. à l'aller, en tout cas, je suis pareil. Parce que pour moi, le Tourelle va faire du Tourelle, c'est-à-dire qu'il va jouer très défensif, je pense. Et Porto, c'est vraiment le genre d'équipe qui peut faire une perf, vraiment, comme ils ont fait avec la jeu. Pas avec un jeu ultra flamboyant, mais qui pour moi peut faire une perf. Et Chelsea a pas les joueurs. Je pense pas qu'ils aient l'effectif pour faire mal en défense à Porto. Et je crois. Oui, vas-y. Je déteste ce mot, mais pour le coup, Chelsea, ils ont quand même un effectif rempli de joueurs qui sont surcotés. Je suis désolé de le dire, je Oui. déteste l'expression, mais Werner, Havertz et compagnie, bah voilà, c'est ce que j'en pense. Alors après, je suis pas un grand fan des joueurs allemands, mais ces deux-là en particulier, quand je vois l'argent qui a été dépensé sur eux, franchement, ça me... Ah oui. Werner, là, on a la version Werner du pauvre, quoi. Bon, après, pour moi, Werner, j'ai jamais été fan de ce joueur. Non, je trouve qu'il croit dans C'est ton c'est pas possible. c'est un joueur, en fait, bon, déjà est très rapide et qui arrive à se créer énormément d'occasions, mais qui en rate une quantité incroyable. Et même en Bundesliga, déjà, bon, Ouais. et la saison dernière où il a planté pas mal de buts, mais Non, mais mais il rate quand même plein. Enfin, tu peux faire une compile de ses il en rate ratés. plein. Déjà qu'il en rate plein et là il arrive, là il est vraiment en confiance zéro, mais vraiment zéro quoi. Là le raté qu'il fait en Allemagne, en section d'Allemagne, c'est criminel quoi. Et ouais, pour moi ils ont pas l'effectif. Pas avec ce 3-5-2 déjà, ils arriveront pas à inquiéter Porto, je pense. Après, tu sais pas, t'as Giroud qui peut te mettre une retournée acrobatique venue de nulle part. Bah, c'est ça, c'est que on a beau dire ce qu'on veut sur Giroud, c'est lui qui sauvait un peu l'équipe en Ligue des Champions depuis le début. Oui. Après, il aura un client hein, avec Pépé en face, il aura un vrai client. Hein, donc, Ah, mais Giroud, à je pense voir qu'il ce que ça donne. il jouera pas Ce titulaire. jour, il aura pas. Hein, de toute façon, Werner sera titulaire, il n'y a pas de question à se poser. Mais Mais, non, Chelsea, c'est très faible, hein, franchement. Enfin, sur les derniers matchs, le match contre l'Atlético, il était vraiment bon, mais ces derniers matchs, c'est quand même très très faible.
Moi, du coup, je vois quand même Chelsea parce qu'il manquera notamment Oliveira au milieu de terrain, là, côté Porto, Ouais, qui est vraiment un joueur, ouais, ça, on va pas jouer, quoi. Moi, important. du coup, j'avais dit, je vois un petit un partout. Moi, je vois une victoire 1-0 de Porto. Du coup, je vois Chelsea par 1-0. Mm. Du coup, règle du Québec sur Chelsea, Porto-Chelsea. Oui, donc, je pense que ça va être Chelsea. Porto, ça reste une équipe portugaise, là, mais je pense que ça va être Chelsea. Ok. Et donc, du coup, le dernier match, pour finir, du coup, notre Bayern PSG. Oh putain, ça. Bayern PSG, moi, mon opinion est claire. Ça va être Bayern. Peut-être que le PSG va faire une bonne lutte, mais à la fin de la journée, Bayern va partir avec la qualification. Je suis quasiment certain. En tout cas, si PSG gagne, je vais être surpris pour plein de raisons, là, mais honnêtement, ça va être le Bayern. C'est peut-être que ça va être Paris, mais je serais vraiment surpris, là. Du coup, ASNL de retour sur Bayern PSG. Bah, je pense que le Bayern va s'imposer, mais après, bon, le PSG, ça reste une équipe française. Non, blague à part, je taquine notre ami québécois. Blague à part, non, je pense que le Bayern a les ressources, ils ont de la rapidité derrière, et ça va faire mal surtout quand on voit que Kerrer risque d'être aligné parce que Florenzi, il est incertain ou il est forfait. Il est Covid, Forfait, il est Covid. Il sera forfait au retour aussi, je pense. Ouais, parce que ouais, Ok. c'était positif. Bon, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, Florenzi, il fait quand même du bien cette saison, même si dernièrement. Mais voilà, ça va dépendre aussi, je pense, de la charnière centrale, Kimpembe Marquinhos, qui est capable de faire des grandes performances, comme parfois de passer totalement au travers. Et en ce moment, Kimpembe, c'est moins ça, dernièrement. Donc, à voir. S'ils n'osent pas leur niveau de jeu, je pense que ça va être très très difficile. Si les 11 joueurs parisiens sont à leur niveau, là, ça peut devenir intéressant. Mais à l'heure actuelle, j'y crois pas pour le moment, donc je vois une victoire. C'est à Munich, le match Ouais, c'est aller. à Munich. Ouais. Je vois une victoire 3-1 du Bayern, donc avec toujours de l'espoir côté parisien. Ouais, je te rejoins. Et du coup, tu peux finir, Garen Thomas. Mon, Et là, on je va te dire, rejoins. mon cœur a envie de dire que Paris va gagner parce que moi je suis convaincu qu'on peut faire très mal à ce Bayern avec le jeu qu'on a, avec le fait qu'ils vont avoir la possession. Nous on va jouer en contre. Même si effectivement le fait que Verratti soit pas là est très dérangeant. Mais voilà, j'ai envie de faire confiance à notre équipe parce que je pense que Neymar sera ultra et même Mbappé seront ultra revanchards par rapport à leur dernière perf qu'ils ont fait. Et tu sais que quand les deux ils sortent un grand match, voilà, De la victoire. il y a très peu de défense, il y a très peu de défense qui peuvent arrêter les deux quoi. Après la raison me dit que voilà, je pense que ça va être compliqué d'éviter une défaite, mais je pense que la défaite va être très courte. Je vois soit un 2-1, soit un 2-2. Ah ouais, donc pareil en position favorable ou 50-50. Voilà. Mais après le match à domicile, enfin, faut voir. Hein, C'est vrai que ça va dépendre de si on récupère Verratti ou pas. vaut peut-être C'est mieux que. vraiment J'espère. Verratti et l'homme et vraiment la pièce la pièce maîtresse de notre équipe. Quoi. Vaut peut-être mieux J'espère pour Paris, je croise les doigts. que Je croise Paris les doigts soit pour en le PSG, position. j'espère. Ah, vas-y, je te laisse, Je vas-y. croise les... Ouais, non, mais c'était juste pour dire que je croise les doigts pour Paris qui soit en position favorable, mais pas à 100%. Parce que les deux dernières fois qu'ils ont eu 100% de chance de se qualifier, on s'en souvient. Voilà. Oui, enfin Donc, après allez, c'était 99%. 99%, on croise les doigts. Non, c'est vrai qu'après, les dernières fois où Paris était en position très favorable, il y a eu. Au retour, c'était un peu compliqué. A toujours été très bon quand il était putain, j'arrive pas à voir. Il était outsider.
Et ouais, enfin, moi, je suis convaincu qu'on peut leur faire mal, mais après, ouais, voilà, t'as le fait qu'on risque d'aller l'équerre à droite. Je sais pas. Franchement, Kerrer, ouais, c'est une énigme. C'est franchement une énigme. Mais En tout ouais, du cas, coup, à voir, quoi. on croise les doigts pour que vous passez, hein, évidemment. Oui, oui. Après, honnêtement, voilà, je pense que bon, il y aura la manière aussi, mais si on sort contre ce Bayern-là, bon, personne va créer sur Paris, quoi. Sauf si nous mettent 7-0, quoi. Ouais, après, ça dépend comment tu sors, c'est Voilà. toujours pareil. Ouais, Bon, voilà, c'est après, ça. là, Si c'est très là, serré pour le coup, et t'as que la le partie Bayern de gagne. saison, t'as la partie de tableau la plus compliquée parce que sur le Bayern et que tu te prends Oui, voilà. City en feu, bah, Ouais. c'est Pour moi, City, c'est vraiment l'année où jamais vu. c'est- Non, mais écoutez, ne dis pas, ils vont prendre City si jamais le PSG passe, ils vont prendre Dortmund. Ah, Non, non, pas cette année, pas cette année. Enfin, je pense que City va gagner la Ligue des Champions d'ailleurs. Là, je m'avance un peu, mais. je pense Bah, aussi, ouais. Moi, je pense que ce sera Liverpool. Bon, en finale, on sait jamais. Hein. ouais, Par contre, après, en finale, ce qui est triste, c'est sûr. C'est pour ça que ce j'espère que qui le est Real sera triste, pas en finale, parce que si le Real est en finale, je pense que le Real va gagner. c'est triste parce que tu te dis que tu vas voir un finaliste entre Porto, Chelsea, Real et Liverpool, quoi. C'est quand même triste, quoi. Alors que de Bah, l'autre cette côté, pour moi, saison, c'est sur le papier, ça va, mais cette saison, ouais, c'est vrai que ça fait pas rêver. ouais, c'est triste, quoi. Très bien, messieurs, merci pour cette émission de qualité. Du coup, on se retrouvera très J'étais bientôt. pas supposé faire un point sur l'impact de Montréal. Ah oui, c'est vrai, oui. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Il est pas venu pour rien, là. On va vous laisser, les gars, pour le quiz. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. À Ciao. bientôt, c'est un plaisir. Attends, ouais, je t'envoie un MP. Ah bon, ok. Tant pis. Donc, l'impact de Montréal. C'est qu'en fait, moi, mon premier contact avec le monde du football, du soccer et tout, c'est que ça a été quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, il y avait une seule équipe que je connaissais, c'était le Canadien de Montréal, qui est une équipe de hockey sur glace. Parce qu'ici, au Canada, et au Québec, c'est le sport national. Puis on a une seule équipe qu'on aime, c'est le Canadien de Montréal, vu que c'est la seule équipe québécoise depuis 30 ans, 25 ans à peu près. Donc là, j'ai découvert le soccer quand on a eu Didier Drogba qui est arrivé. Moi, au début, je savais pas c'était qui. Là, je voyais une foule de jeunes hommes noirs là, à l'aéroport là, à l'accueillir là, en hurlant, là, en foule en liesse, ça, comprends-tu? Donc, tu sais, je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, bof, ça, c'est moyen. Là, ça. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à toutes ces questions-là de soccer et tout. Et je me suis rendu compte que, premièrement, Didier Drogba, le gars, en Europe, c'était pas n'importe qui. Hein, c'est-à-dire, puisque tu sais pas forcément quand t'es nord-américain, c'est que le gars, c'est un joueur qui était à Chelsea, qui était à la Ligue des Champions, qui est important. C'est pas un nobody. Hein, c'est quelqu'un d'important, premièrement. Et deuxièmement, il y a un autre aspect qui m'a marqué, c'est toute l'histoire des années 2000, 2006, 2007. Le gars, il a arrêté une guerre civile en Afrique. Il a arrêté une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une histoire qui m'a véritablement marqué. Tu sais, il y avait une blague qui circulait au Québec à l'époque. C'est-à-dire qu'on a un gardien qui est populaire aux Canadiens, qui est Carey Price. Et ça dit, Carey Price arrête des rondelles, Didier Drogba, il arrête des guerres civiles. C'est-à-dire, c'est révélateur de la valeur des deux hommes, comme. Et donc là, au début, Didier Drogba, il y a une hype, évidemment, à Montréal. Et là, de fil en aiguille, on apprend à le connaître. Il est bien populaire, il passe souvent dans les médias. Et là, vers la fin, ça commence à se gâter. C'est-à-dire, il y a souvent des matchs où juste à cause de la température, il veut pas jouer. Hein. Le gars, il vient de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je change? Pas un pays nordique, puis il veut pas jouer à cause de la chaleur. C'est un peu ordinaire. Et il commence à être il commence à être perçu par une partie du public comme étant plus ou moins une diva. Il commence à se neymariser.
si on veut. Et finalement, il a quitté Montréal. Et c'est comme ça, c'est à travers toute cette période-là, de 2015 à 2016, que je me suis intéressé au football. Et ça a été une bonne expérience, puisque ça m'a fait faire un peu de géographie, c'est-à-dire telle équipe elle joue dans telle ville, dans telle région, dans tel bled, dans tel pays. C'est une blague. Et tout ça a été intéressant. Parce que, tu sais, quand t'es québécois, ben le soccer, ça peut être quelque chose qui va t'intéresser à ce qui se passe en Europe, hein? Parce que, tu sais, évidemment, c'est pas en Amérique du Nord que le soccer, c'est quelque chose qui est populaire. Ici, à cause de la température, les saisons de soccer, ça dure de mars aller jusqu'à octobre. C'est-à-dire des saisons d'été. C'est pas une blague, là. Des saisons d'été en football, en soccer. Et donc là, bonne journée Thomas, Gérin Thomas. Et donc là, ça avait été un peu une expérience marquante parce que ça m'a permis, tu sais, d'apprendre des choses sur l'Europe. Là, puis, tu sais, tout plein de trucs. Là, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'Europe, qui aime l'idée, tu sais, parce que moi, je suis un Québécois, puis j'aime savoir ce qui se passe en France. Donc, tu sais, Ouais, t'es c'est pour attaché ça à la culture française, en fait. Hein? T'es toujours attaché à la culture française. Oui, c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est pas, je veux dire, à 15 ans que tu vas commencer à lire sur Henri IV. Hein? À 15 ans, si t'es instruit, tu vas peut-être vaguement savoir c'est qui Charles de Gaulle, mais tu sais pas c'est qui Henri IV, tu sais pas c'est qui Saint-Louis. Donc ce qui va t'instruire à la culture française, ben ça va peut-être un peu l'histoire populaire, c'est tel film qui a été populaire, Casablanca, je sais pas quoi. Tu sais, tu sais, Emmanuel, je les ai pas regardés, mais je donne des exemples. C'est pas là, il y a du monde qui rit en écoutant ça. Mais, en tout cas, j'espère. Et toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup... tu sais, la culture française m'a toujours intéressé. Et moi, j'adore l'histoire française. Parce que moi, mon champ d'intérêt principal dans la vie, c'est tout ce qui est politique. Écoute, la vie politique québécoise versus la vie politique française, c'est-à-dire, c'est différent, là. C'est-à-dire, au Québec, il se passe rien. On a un bled perdu. Puis en France, tu comprends, tu as l'impression que les dirigeants ils doivent se tenir tranquilles parce qu'à la moindre, le moindre commentaire, comprends-tu, il y a des émeutes partout. Et là, il doit faire venir un hélicoptère à l'Élysée pour pouvoir se sauver au cas où ça dégénère. Donc, tu sais, il y a une différence de culture, je trouve, entre le Québec et la France. Ça se voit aussi dans le sport. Nous, écoute, il m'a vous donné un exemple au hockey. Nous, on a une équipe, le Canadien, où est-ce que le coach est en place depuis 8-9 ans. Et ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait les séries une seule fois, des séries, parce que nous, ça fonctionne un système de play-off, qu'on dirait en anglais, des séries éliminatoires. Et ça fait depuis 5 ans qu'on n'a pas fait les séries quasiment une seule fois, sauf une fois qu'on a eu de la chatte. Une fois qu'on a eu de la chance, pardon, j'ai pas dit chatte, j'ai dit chance. C'est pas grave. Et une fois qu'on a eu de la chance, et une deuxième fois qu'on a eu beaucoup de chance. Parce que ce qui est arrivé avec le COVID, c'est que ce que la Ligue a fait, c'est que toutes les équipes qui n'étaient pas mathématiquement éliminées du portrait des séries ont automatiquement fait les séries. Mais sauf que nous, si la saison arrivait à son terme, on était morts, là, on les faisait pas les séries, là. Donc voilà, on est une équipe très peu performante et le directeur général, parce qu'ici, on a un système qui fait que le directeur général qui fait les échanges, c'est pas la même personne que le coach. Donc, le directeur général, il est en place depuis 8 ans et il est indélogeable. C'est-à-dire, honnêtement, on a plus de chances de voir Vladimir Poutine quitter le pouvoir que de le voir arrêter d'être DJ. Je rigole à peine. Et tu penses que du coup il faudrait... Bah attends, du coup je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être un peu long, mais on peut continuer la discussion entre nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt. Donc c'était pour aborder